Mais le jour où j'ai signé la commande des 200 000 unités, tu t'es dit « J'espère qu'il va plaire ce produit !» Une critique contre Justine et une critique contre le déo. Je suis moi-même le déodorant. En fait, je suis une vraie extravertie qui me nourrit de l'énergie des autres. Sorry les gars, je vous pompe votre énergie. Give first. Et là, il me dit « c'est toi la fondatrice de Transpire ?» Presque. Le Uto bullshit. Et mon père, il a dit « Il critique mon nom !» J'ai pu identifier 2 choses sur lesquelles j'ai vraiment travaillé pour créer une love brand. C'est hyper important de créer... Justine, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour ceux qui suivent ce format, vous savez peut-être qu'on tourne dans cette maison qui est celle de ma mère. Et donc, ça veut dire que ma mère doit partir une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines de sa maison pour nous laisser tranquilles. Alors, il se trouve que ce soir, elle est aussi partie, mais elle devait rester au début parce que quand je lui ai dit qu'on recevait Justine Hutto, elle a explosé. Elle a dit mais non, mais putain, Justine Hutto dans ma maison. Parce qu'en fait, la salle de bain là-haut est remplie de produits Respire, donc elle a tout. Elle a testé les dentifrices solides et elle voulait absolument que tu saches qu'elle avait testé les dentifrices solides. Yes. C'est Agathe qui nous l'a dit. Donc, Trop moi, cool. je voulais te demander, parce que tu es rentré dans le cœur de ma mère, est-ce qu'il y a des marques qui sont rentrées dans ton cœur comme tu es rentré dans celui de ma mère? Bien sûr, il y en a plein des marques qui sont entrées dans mon cœur. Une que j'aime beaucoup et que j'apprécie personnellement, c'est une marque de fringues, c'est Balzac. Balzac Paris. C'est top. Parce que j'aime la fondatrice, Chrysoline. Elle est top, elle a plein d'idées, elle est hyper créative. Et c'est une marque qui fait les choses bien, qui est là depuis longtemps, plus longtemps que Respire en tout cas, mais qui a toujours essayé de faire les choses bien. Tu vois, leur jean, ils ont leur message, c'est TPR, ça veut dire toujours plus responsable. Et du coup, c'est de dire, en fait, on n'est pas parfait, mais on essaye de faire toujours mieux et d'être toujours plus responsable. Et du coup, j'adore ce qu'ils font. Et là, ils viennent d'ouvrir une boutique à côté de chez moi et à côté de nos bureaux, au grand désespoir de la team Respire, parce que du coup, toutes les filles sont fans de Balzac, donc tout le monde court chez Balzac dépenser son salaire, quoi. Bon, si ça reste dans le bâtiment, c'est bien. C'est intéressant parce que Respire en tout cas est un bon cas d'école de ce qu'on étudie un peu en école aussi de commerce, qui sont les love brands, tu vois, en gros les marques pour lesquelles tu développes une réelle affection plus loin que juste qu'elles vendent. Et c'est toujours assez compliqué de décrypter de l'extérieur comment est-ce qu'une marque a réussi à faire ça. Tu peux juste souvent constater et apprécier quand c'est le cas. Et je me demande si tu t'es déjà posé la question de façon rétrospective sur qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à... Parce qu'en fait, Respire est comme super jeune, en fait. Je réalisais pas, ça fait quoi? Ça fait 4 ans? 3 ans. 3 ans, putain. Ce qui est assez ouf en termes d'intensité de ce que vous avez développé avec les gens. Est-ce que tu t'es déjà posé, genre si jamais tu devais le refaire, ce que tu as fait avec Respire, Ouais. est-ce que tu le ferais exactement de la même façon? Est-ce que ça fonctionnerait encore? Pourquoi est-ce que vous avez réussi à faire un truc comme ça? Alors oui, je le ferai de la même manière. Ouais. Quand je me pose la question, parce que je me suis déjà posé la question. Et on pourrait parler de plein de choses, tu vois, qui ont fait que aujourd'hui Respire est ce qu'on est. Mais je dirais que, tu vois, vu que tu parlais, tu mettais le doigt sur ce côté love brand, il y a 2 choses sur lesquelles j'ai travaillé depuis le départ. Et ça, c'est vraiment Physiquement. On a capté. T'as dit quoi, du coup? Rétrospectif? Rétrospectivement, il y avait un S que j'avais oublié. Donc, voilà, rétrospectivement. Jordan n'a rien servi. Hein, donc, Pas encore. Non mais la fatigue suffit, il n'y a pas besoin d'alcool, les gars. Bon, avec du recul, avec du recul, c'est vrai que j'ai pu identifier 2 choses sur lesquelles j'ai vraiment travaillé pour créer une love brand. La première, c'est la confiance que tu crées avec les consommateurs. C'est hyper important de créer de la confiance. Et ça, je pense qu'on l'a fait différemment que plein d'autres marques parce que c'est une marque qui est incarnée. Alors aujourd'hui, on en voit de plus en plus des jeunes marques qui se lancent, qui sont incarnées et c'est génial parce que c'est un peu un nouveau modèle. Aux US, t'en as qui le font depuis des années, bien avant Respire. Et en fait, le fait d'incarner une marque, d'avoir une fondatrice ou un fondateur qui prend la parole, les messages ils vont être beaucoup plus crédibles que n'importe quelle autre marque. Et tu viens prendre ta responsabilité de fondateur, de te montrer, de dire c'est quoi derrière ta marque, derrière ton histoire. Et en fait, tu te mets face même aux critiques, que ce soit positif ou négatif. Tu le sais bien toi Théo, parce que tu incarnes énormément ton agence. Enfin, on te voit pas mal sur les vidéos, tu racontes beaucoup de choses. Et donc moi, je suis convaincue que quand tu incarnes ta marque et que tu diffuses les messages en tant que fondateur, tu crées une confiance beaucoup plus forte que si la marque n'est pas incarnée. Donc ça, c'est le premier point pour moi qui est important. Et le deuxième, c'est le fait d'engager une communauté. C'est s'assurer que la communauté, elle se sente prendre part à l'aventure et qu'elle se sente en fait pouvoir donner son avis. Et c'est ce qu'on a fait depuis le départ. Moi, pour
faire un rapide recap en fait de ce que j'ai fait avant. J'étais à HEC Montréal, j'ai fait 6 ans d'études là-bas et notamment à la fin de mes études une maîtrise spécialisée en gestion en marketing et je me suis spécialisée sur la création de communautés digitales. Et donc j'ai étudié les communautés digitales. Du coup, en fait, quand j'ai lancé Respire, cette expertise que j'avais développée, je l'ai utilisée pour créer la communauté de Respire. Et l'idée dès le départ, c'était de dire à la communauté qu'est-ce que vous voulez de Respire, qu'est-ce que vous voulez comme produit de soins et d'hygiène au quotidien, voilà, qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez trouver mes produits, et donc je les ai impliqués depuis le départ. Puis après ça allait beaucoup plus loin, maintenant on a une communauté de co-créateurs avec qui on co-développe tous nos produits, mais vraiment l'idée de départ, créer de la confiance et engager une communauté. Et c'est pas qu'au départ, il faut continuer de le faire tout au long de la vie de la marque. Et puis c'est lourd aussi à porter, tu vois, la notion de confiance. Quand tu portes, plus ta communauté elle grossit, plus tu as l'impression d'avoir un peu une promesse et un devoir à rendre aux gens. C'est-à-dire que s'il y a la moindre dinguerie qui est faite, même par un membre de ton équipe, ou n'importe quoi qui tourne sur toi, un vieil article de presse qui est mal écrit, etc., et finalement tu dois te l'assumer. Et parfois les gens ont l'impression que tu trahis la promesse, qui peut, en fait, plus les gens t'aiment, plus les gens après potentiellement peuvent te détester si jamais il y a une dinguerie qui se passe. Est-ce que parfois je sais pas, ça pèse lourd sur tes épaules, la confiance de la communauté, de l'équipe? C'est une super question. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais au tout départ, ouais, parce qu'en fait, j'étais pas préparée. Personne n'est préparé à lancer sa boîte. Nous, quand on a lancé Respire, oui, j'ai dit, allez, je vais incarner, je vais raconter mon histoire, je vais me montrer sur les réseaux, parce que en plus, c'était en lien avec mes études, j'étais à l'aise avec le fait de me filmer, de raconter mon histoire. Mais le fait que la vidéo de lancement que j'ai tournée, que j'ai postée sur LinkedIn, a fait 3 millions de vues en un mois, ça, c'était pas du tout anticipé. Et donc, le fait que je sorte dans la rue et que les gens viennent, me parlent, qu'un mec, attends, la première fois, en vrai c'est hyper drôle, la première fois que quelqu'un m'a reconnu dans la rue, c'était comique. Le mec, je croise quelqu'un, je vois que nos regards se croisent, je vois qu'il me regarde un peu en mode elle me dit quelque chose. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je me dis trop drôle. Et en fait, le mec fait demi-tour et me court après. Et là, il me dit c'est toi la fondatrice de Transpire? Presque. Donc, si tu veux, c'est cette première fois, je me suis dit, ça m'a un peu. Ça m'a fait rire, mais ça m'a traumatisée. Genre, je suis rentrée dans les bureaux et j'étais là, oh putain, les gars, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Et en fait, au début, tu prends énormément de pression. C'est ça, tu te dis la responsabilité. En fait, les gens me voient dans ma vie, ma vraie vie. Je dis pas que c'est pas ma vraie vie sur les réseaux, c'est juste que sur les réseaux, tu racontes ce que tu as envie de raconter et il y a une partie de ta vie que t'as pas spécialement envie de montrer. Et là, en fait, les gens, je vais en boîte, je vais boire des coups avec mes potes, tout le monde me reconnaît, en fait. Enfin, tout le monde. Non, parce que je suis pas leur Manodou non plus. Mais il y a des gens qui me reconnaissent. Et ça, je le sais. T'as des gens hyper bienveillants qui viennent me parler, mais t'as des gens qui... Tu sais juste, et tu vois tout d'un coup 4 meufs qui font... Là, tout le monde te regarde et t'es en mode... C'est moi. Et parfois, c'est pas toi qu'elle a reconnu, mais c'est juste trop drôle. Tu fais un petit coucou. Et en fait, au début, je le vivais mal. Et du coup, j'ai pris un coach. Ça s'appelle un coach en personnalité publique. Ça, c'est drôle parce que j'aurais jamais imaginé bosser avec un coach en personnalité publique. Mais lui, en fait, Philippe Detender, il est belge et il bossait pour RTBF en Belgique. Maintenant, il bosse pour l'Eurovision. Il côtoie chaque jour énormément de personnalités publiques. Et en fait, il m'a énormément aidé. Il m'a coaché. Donc, au début, c'était 1 fois par semaine qu'on s'appelait. Après, c'est passé à 1 fois par mois. Et en fait, le coaching a duré 1 an et demi où il m'a appris à me détacher du regard des autres et faire la part des choses entre eux. C'est marrant parce qu'on avait fait on avait mappé mes rôles. C'est un truc très théorique. Je suis Justine Hutto et puis les différents rôles en fait que j'ai dans la vie. Il y a Justine Hutto, la CEO de Respire. Justine Hutto, la CEO vis-à-vis des salariés. Justine Hutto, la fondatrice qui incarne sa marque auprès de sa communauté. Justine Hutto, la fille de Olivier et Nathalie. Parce qu'en fait, il y avait des moments aussi où je culpabilisais de pas passer assez de temps avec ma famille, avec mes amis. Et du coup, je me sentais hyper mal. Donc lui, il m'a appris à vraiment mapper tout ça pour que dans mon cerveau, j'arrive à détacher les choses et arrêter de culpabiliser pour tout. Et donc ça m'a énormément aidé. Et ça m'a aidé notamment, tu vois, tout à l'heure quand tu parlais de responsabilité, de quelqu'un dans son équipe qui peut faire une connerie ou quoi, c'est vrai que quand je suis au bureau, je tourne des stories en 2 secondes, vous l'avez vu. Pardon. Vous l'avez vu, juste là, j'ai tourné une story en 2 secondes. Et ça m'arrive, tout d'un coup, je sors mon tel, je fais une story au bureau, personne n'est prévenu. Mais en fait, sur les tables, t'as des bouteilles en plastique, t'as des trucs qui traînent. Et en fait, moi, ça m'énerve que mon équipe, ils boivent encore dans des bouteilles en plastique. On a tous notre gourde. En plus, j'ai fait un partenariat avec Quetch. On avait tous nos petites gourdes. Et donc, en fait, quand je fais une story, maintenant, je fais quand même l'effort de regarder et de dire, les gars, est-ce qu'il y a des bouteilles qui traînent? Parce que je sais que
déjà, la communauté, il y a des gens un peu green hardcore qui n'aiment pas, mais c'est surtout que ça envoie pas un bon message. Je veux dire, chez Respire, je fais que inciter les gens à passer au solide ou à recharger leurs produits et du coup à consommer moins de plastique. Si dans mes stories, je montre que mon équipe, ils boivent dans des bouteilles en plastique, en fait, ça veut dire qu'il y a un peu un désalignement. Donc, il y a quand même ce truc de faire toujours attention quand même à ce qu'on partage et l'image que tu renvoies, même si personne n'est parfait et que la communauté accepte aussi que personne n'est parfait. C'est un truc sur lequel on s'était rendu compte avec Théo et après avec moi à moindre échelle. Mais il y a un moment donné où tu peux plus dire de conneries. Ou moins, parce qu'elles ont d'autres conséquences. Tu peux toujours en dire, ça peut arriver. Mais il y a un moment donné où il faut commencer à faire attention à ce que tu dis et au message que tu transmets. Et tu peux plus envoyer un post LinkedIn, un tweet ou sur un peu un coup de tête sans dire « Ok, est-ce que je l'envoie vraiment, machin ?» Bon. Et parce qu'en plus, la barrière, elle est subtile. Sur les posts LinkedIn, souvent, il y a quand même la phase entre l'idéation et tu publies, il y a l'écriture. Sur la story, il n'y a rien entre les deux. C'est-à-dire, parfois, tu as un truc, tu fous la story, tu uploads, et parfois, tu as déjà uploadé un truc, tu te dis, oh putain, attends, peut-être faut que je réfléchisse. je l'upload différemment. Ouais, je pense que ça m'est arrivé. Bah oui, hier. hier, ma team, je leur dis, ouais, venez, on fait un gros sondage, comme ça, on demande. Mais ça fait plusieurs jours et semaines même qu'on en parle. On fait un gros sondage pour demander à notre communauté ce qu'ils pensent de Respire, un peu pour mieux comprendre notre communauté et mieux aligner nos messages. C'est un questionnaire qu'on a mis du temps à travailler. Hier, je me dis, vas-y, c'est le bon moment, on partage. Je l'ai balancé et j'ai pas mis le bon lien. J'avais mis le lien test du questionnaire. Et en fait, on s'en est rendu compte au bout de 15 minutes. Mon équipe qui m'écrit en panique parce que t'avais déjà 150 répondants sur le test. Mais en fait, qui était le test pas fini. Donc oui, là, j'ai été beaucoup plus vite que mon nombre. J'ai l'impression que tu te rends compte en fait que quand tu te brûles les ailes un peu dessus. Genre sur LinkedIn, à un moment, on avait été contacté par un journaliste de chez BFM TV qui nous avait proposé de faire un format dédié à Kudak sur genre c'était performance marketing, etc. Et le mec nous avait proposé, c'était 7 000 €, tu vois. Et à l'époque, c'était il y a un an, c'était énorme. Jamais de la vie, je paye 7 000 €. Et donc à un moment, je me dis, c'est un super sujet de post LinkedIn. Poser la question de est-ce que notre cible est sur BFM TV, est-ce que ça vaut le coup de payer 7 000 balles. Donc je fais un post LinkedIn. Et en fait, là-dessus, un peu l'erreur de jeunesse que j'avais fait, c'est que j'avais fait le post LinkedIn avant de lui filer la réponse non. Tu vois, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, le mec devait m'envoyer la propale le lundi. J'ai jamais reçu la propale. Et c'était la première fois où je me suis rendu compte, attends, putain, en fait, même les journalistes lisent ce que tu écris sur LinkedIn. Et à un moment, après, tu as un peu, tu vois, la notion de responsabilité, tu dois un peu... une fois que tu t'es brûlé les ailes, c'est le seul moyen de comprendre qu'il faut faire gaffe. Non, mais le petit truc que je voulais te demander, c'est ça t'arrive de supprimer des stories, genre tu publies un truc, tu dis merde. Ouais, mais rarement en fait. Ça m'arrive que quand, tu vois, hier où mon équipe, ils ont dit « Oh putain, c'est pas le bon lien !» Du coup, je l'ai supprimé. Mais non, en vrai, j'assume tout. Tu vois, les premières fois où j'ai fait des stories où je parlais face cam, la première fois en fait où j'ai sauté le pas de pas regarder 18 fois la story avant de la poster et de me dire « Est-ce que vraiment j'ai pas l'air débile ?» C'était quand j'ai couru mon premier marathon. En fait, à la base, moi, ma première communauté avant de lancer Respire, c'est une communauté de runners. Je partageais ma passion pour le running et j'avais partagé tout mon entraînement pour mon objectif de courir mon premier marathon. Et pendant mon premier marathon, j'étais en pleine forme et je me disais, au bout du 10e kilomètre, je me dis putain, j'avais partagé tout l'entraînement et tout. Au départ, j'avais partagé à ma communauté que j'étais sur la ligne de départ. J'ai envie de leur dire que je vais bien, en fait. Enfin, j'avais envie de raconter et de me dire comme ça, j'aurais en plus ce souvenir-là. Et du coup, là, je me suis filmée, sauf que pendant un marathon, tu vas pas re-regarder la vidéo, t'es comme ça en train de courir. Et du coup, j'ai posté direct. Et en fait, juste après, j'ai re-regardé et j'étais là, putain, mais t'es toute rouge, t'es transpirante, t'as l'air débile, genre... D'où t'as osé poster ça? Et en fait, j'aurais pu les supprimer, mais j'avais des retours de ouf et un engagement de dingue. Les gens, ils étaient là, mais c'est trop stylé. En fait, ils avaient l'impression d'avoir vécu le marathon avec moi. Et t'as même des gens qui m'ont écrit quand j'ai passé la ligne d'arrivée et qui m'ont dit, mais j'ai pleuré devant mon écran. C'est ouf quand t'as quelqu'un qui dit, tu as fait pleurer la personne. Tu vois, je suis pas encore une grande actrice de film qui fait pleurer les gens. Mais tu vois, ils partageaient ma joie d'avoir réussi à faire ce marathon aussi parce que je l'ai partagé. Et du coup, ça a donné envie à des gens de faire des marathons. Et je trouvais ça ouf. Et donc, ça, c'est un moment où tu te dis, bah ouais, j'aurais pu supprimer parce que après du temps où tu re-regardes la story, tu te dis, franchement, est-ce que vraiment c'était une bonne idée de la laisser? Et je pense qu'il faut juste arrêter de se prendre la tête. Tu sais, ce que je dis souvent, c'est que moi, j'ai fait toutes mes études au Canada et la culture nord-américaine est hyper différente de la culture française. Tout le monde s'assume. Les gens, ils se regardent pas autant qu'en France. En France, on se juge vachement sur la manière dont on est habillé, la manière dont on est maquillé, la manière, en fait, notre paraître.
même ce qu'on va dire. En France, à l'école, un enfant, il n'ose pas trop lever la main parce qu'il a peur de se tromper. Au Canada, mais tout le monde se trompe, tout le monde s'en fout. C'est vraiment de l'échange et tout le monde y va. Et en fait, c'est ça, c'est que moi, je pense vraiment que mes études là-bas m'ont permis de me détacher du regard des autres. Et du coup, maintenant, en fait, j'assume la story, j'ai l'air débile, c'est pas grave. Ouais. On s'en fout, on la Même laisse. t'en parlais avec ton coaching et tout, là, quand t'as. Justement, mais est-ce que, à l'inverse, enfin, pas en mode négatif, mais est-ce que tu vas beaucoup surveiller ce que les gens ils vont dire, tu vois, sur les stories, ils vont dire, ah ouais, trop cool, enfin, en positif ou en négatif d'ailleurs. Est-ce que tu te dis, je lis, mais genre, ça m'affecte pas trop, ou est-ce que tu te dis, je lis pas du tout et juste, je publie et voilà, j'envoie et c'est tout, tu vois? Je lis tout. Je lis tout. Donc oui, je lis. Ouais, tout. Je vois tous les commentaires. Les messages, je les lis quasiment tous. Après, je prends pas le temps de répondre à tout. Mais tu vois, dès que j'ai 5 minutes, 10 minutes dans le métro, tu vois, bam bam, je les ouvre. Et en fait, c'est hyper important. Alors, sur Insta, je lis tout. Sur LinkedIn, je lis tous les commentaires. Je lis pas tous les messages. Pourquoi ? Parce que j'en reçois... Je pense que j'en reçois une 60aine par jour. Donc en fait, c'est infaisable. Sincèrement, c'est pas possible. J'ai déjà dit à LinkedIn qu'il devait faire comme sur Instagram, avoir la rubrique principale et la rubrique générale. Et comme ça, Mais tu rigoles, je crois que je l'ai vu aujourd'hui en fait. Je te jure, je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vu des emails qui sont de prospection qui sont arrivés dans demande de messages exactement comme Instagram. Je te jure. LinkedIn nous a écoutés. Voilà, je te jure. Mais je sais pas si c'est en bêta ou quoi, si on l'a eu, mais non, mais c'est vrai. Écoute, ce serait la folie. Parce que moi, je n'arrive pas à m'en sortir dans cette boîte de réception LinkedIn. Et il faudrait des petits dossiers comme sur tes mails. Enfin bref, du coup, ouais, je lis tout. Et alors, est-ce que ça m'atteint ? Au début, en fait, et c'est aussi pour ça que j'avais pris Jean-Philippe de Tender, ce coach, c'est qu'en fait, le moindre message négatif m'atteignait énormément. La moindre personne qui m'a dit ton déo il est pas efficace, je l'aime pas. Quand on a lancé notre premier déo, qui était notre première version de déo, ça m'a vraiment affecté de ouf. Et je le prenais comme si on me critiquait moi, tu vois, comme si on me disait t'es... Puis tu dis même, tu dis ça remet en cause la boîte si les produits sont pas kiffés et tout. Ouais. Et en fait, j'ai appris, Jean-Philippe m'a appris beaucoup de choses. Déjà, il m'a appris à faire la part des choses entre les critiques négatives. T'as des critiques négatives qui sont des critiques constructives, de gens qui vont dire ton déo il est pas efficace, il marche pas sur moi, je l'aime pas. Ouais, c'est constructif, ça veut dire c'est ta V1, elle est pas bonne, tu peux mieux faire. Et donc ça m'a motivé à faire mieux. On pourra s'en reparler après de comment j'ai sorti un déo qui est largement mieux et réussi à récupérer tous les gens qui n'aimaient pas mon premier déo. Mais donc il y a ce type de critiques. Et puis il y a les critiques qui sont purement des critiques négatives faites pour te nuire, de gens qui sont soit méchants, soit haineux, soit jaloux. Ça, t'en as beaucoup. En France, t'en as beaucoup. En fait, ils voient juste le succès. En vrai, je suis sûre que vous en avez déjà eu clairement sur vos vidéos. J'aurais bien demandé en vrai, c'est quoi le pire truc que vous ayez reçu, tu vois ? Des gens qui partagent un petit peu, je pense, Mathieu, tu rentres dedans. Ah, le truc sur les commentaires. Ouais, commentaires, messages, les pires trucs qu'on vous ait dit. Les trucs, il y a eu le truc avec Oussama Mar où c'était les 3 suceurs et Ah ouais, lui il était trop fort. On a reçu Oussama, il a dit c'était quoi, c'est 3 suceurs et le... et les escrocs, je sais plus quoi, ou un truc dans le genre. C'est hyper drôle. Les gens sont fous. Et ben moi, c'est pas sur LinkedIn, malgré mon réseau de prédilection, c'est sur Twitter. Je me suis mis à Twitter récemment. Mais Twitter, c'est Ah, armé, non, mais c'est la jungle. Tu l'as cherché un peu. Non, mais oui, c'est la jungle. Et ben, je vous épargne parce que sinon on va se faire censurer par YouTube. Donc, On peut mettre des bips pour que le public l'entende. non, mais famille, tout y passe. Limite menace de mort, enfin tout. Les gens sont fous. Hein. Ah mais non, mais le mec pète un câble. Ouais. Et sur Twitter, il y a une impunité C'est vrai que... au trash talk et à l'insulte, c'est dingue. C'est-à-dire que le seul mal que t'aies fait, c'est de partir du contenu gratuitement. Tu ne m'aimes pas, tu te désabonnes. Il n'y a pas de problème, je t'en veux pas. Pourquoi tu m'insultes ma mère ? Pourquoi tu fais ça ? Elle n'a rien fait. Et c'est en plus sur un truc où je partageais, bon c'était un peu putaclic, mais je partageais un doc contre un retweet. Et le mec, je lui envoie, et le mec, sa réponse, c'est une énorme insulte, tu vois. C'était très drôle. C'est hyper drôle. Ça veut dire qu'il avait commenté quand même pour Oui, recevoir le truc. il a retweeté, je lui ai envoyé, il m'a insulté toute ma famille sur 3 générations. Oh là là. Mais quand ça touche la famille, ça fait mal. Tu vois, moi j'ai en tête à un moment, c'était pour vous raconter un des moments qui m'a fait le plus mal sur les réseaux. C'est mars 2020, c'est marrant, la date du Covid. Donc déjà c'est une période pas top. C'était, on devait courir le semi-marathon de Paris, toute l'équipe respire. La veille, le samedi, il l'annule, donc tout le monde un peu en bad et tout. Et le jour du coup du semi, c'était un dimanche midi et on va bruncher avec ma famille, avec des gens de l'équipe et tout.
Et puis tout d'un coup, en plein milieu du repas, je vois mon LinkedIn qui est en train de buzzer. Et je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, c'est une nana qui a écrit un article sur LinkedIn qui critiquait la génération Z. Enfin, elle disait la génération Z, les rois du marketing sans foi ni loi. Et en fait, elle critiquait plusieurs marques qui faisaient beaucoup de marketing. Sauf que l'illustration de son article, c'était ma photo. Juste moi. Elle n'avait pas le droit en vrai, mais elle l'a fait. Et du coup, il y a eu énormément de likes parce qu'en fait, les gens... T'as même des potes à moi qui likaient juste parce qu'ils voyaient pas du tout le titre, ils voyaient pas du tout que c'était un truc bad buzz. Et en fait, ils likaient parce qu'ils voyaient une photo de moi. Donc à chaque fois, ils me soutiennent dès qu'ils voient un truc passer. Et donc en fait, ça a buzzé complet. Et dans les commentaires, il y avait eu plus de 10 000 commentaires. Et t'avais 50% de personnes qui ne me connaissaient pas du tout, ne connaissaient pas Respire, mais critiquaient les autres marques et moi aussi en disant, en continuant de critiquer Respire. Et puis 50% des personnes qui, même je pense que c'était 70% des personnes plutôt qui me défendaient. Et ça faisait beaucoup de bien. Mais dans les critiques, il y a eu une personne qui a dit un truc. En vrai, c'est naze et c'est drôle, mais ça a tellement touché mon père. Il y avait écrit Uto bullshit. Le Uto bullshit. Et mon père, il a dit, il critique notre famille. Mon nom. Il critique mon nom. Et mon père lui a répondu en commentaire. Oh non. J'étais là, mais papa, ne rentre surtout pas là-dedans. Mais il était là, d'où vous vous permettez d'associer le mot merde, bullshit à mon nom? Je sais pas quoi. Ah ouais, je la rentre surtout pas là-dedans. Mais c'était drôle comment lui, ça avait envenimé le truc, alors que je vois maintenant à quel point j'ai réussi à me détacher de ces critiques-là qui sont pas des critiques constructives et tant pis. De toute façon, alors maintenant, ce que je fais, les gars, conseil pour vous, quand il y a quelqu'un qui me critique, quelqu'un qui dit que Respire, ce qu'on fait, c'est de la merde, voilà, qui critique vraiment sans connaître, je mets un commentaire et je dis, je vous invite à venir dans nos bureaux, je vais vous montrer comment ça se passe chez nous et comme ça, vous pourrez parler de ce que vous savez. Et bah, personne n'est jamais venu. Ouais. Mais à chaque fois, motus et bouche cousue, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. La classique. Mais ça m'a aidé. Ça fait 1 an que je fais ça. Je sens qu'il y a beaucoup moins de haine. Parce qu'ils n'ont pas du tout envie de venir me voir, en fait. Vous l'aviez lu l'article? Parce que il me semble que j'étais tombé dessus à l'époque. Parce que Kodak a été créé en avril 2020. Ok. 1 mois après. On n'était pas encore trop dans la sphère LinkedIn. Et toi, du coup, c'est quoi la plus grosse sauce qu'on ait prise? La plus grosse sauce? Ouais, le Ah ouais, pire attends, truc, pour parce qu'il y en revenir a. sur Manger hein. un sushi en même temps. Vas-y, bah, je t'en prie, Ouais, pendant il que faut. je réfléchis. Pendant que Théo réfléchit, nous, Justine, on envoie des cœurs. Moi, j'envoie un cœur. Sérieux? Ouais, je mets un cœur. Mais le cœur a beaucoup de sens quand même. Hein. C'est un cœur en fait d'empathie. Parce que c'est Gary Vee qui disait, je sais qu'il se passe probablement des choses pas cool dans ta vie pour que tu partages, t'aies envie de déverser ta haine sur quelqu'un comme ça, et je t'envoie de l'amour pour que tu te remettes bien, tu vois. Mais c'est pas ironique hein, du tout. Hein. C'est vraiment de la compassion. Et voilà, bref. Et en plus, ça te prend pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est parfait. Cœur. Mais attends, moi, j'ai fait la connerie aussi de faire une vidéo sur la marque personnelle d'Éric Zemmour, quand même. Donc, Ouais, c'est vrai j'ai que- attiré le pire public de la Terre. Parce qu'en fait, j'ai eu super public sur les 5000 premières vues. Et après, elle a fait 35 000. Et là celle d'après, c'était terminé. Là, je me suis fait traiter tout physique, gringalet, grosse jouge, enfin tout, j'ai tout eu. Donc, mais c'était terrible. Mais après, je me souviens, en fait, honnêtement, je sais pas, le bouclier quand même. Tu sais, t'as beaucoup de gens qui disent, tu développes un bouclier. T'as beaucoup de gens qui disent qu'ils développent un bouclier, qui n'ont pas du tout développé de bouclier parce que ça fait très mal et c'est plus agréable de dire que ça te touche pas. Mais au bout d'un moment, vraiment, en fait, tu deviens assez imperméable. Mais pour devenir imperméable à la critique négative, en fait, le meilleur truc, c'est aussi de pas regarder les critiques positives. Je sais pas si De pas c'est-à-dire regarder le positif? quand t'as des gens, non, mais quand t'as des gens qui t'encensent et que vraiment tu conditionnes une partie de ton bonheur ou de ta journée à ça, et bah c'est normal que tu sois touché quand il y a des gens qui te démontrent. Quoi. Ouais. Donc j'essaie en fait d'être assez insensible et de prendre plutôt tu vois la data derrière un commentaire. Parfois t'as des trucs super intéressants qui te permettent de progresser, mais j'essaie de pas trop devenir, tu vois, d'avoir la tête qui explose quand quelqu'un me dit un truc super sympa. Ouais, je pense qu'il faut rester bien les pieds terre à terre, faut rester hyper humble parce qu'on n'est pas non plus ni vous ni moi en train de sauver la planète. On change les choses, mais on sauve pas la planète. Et c'est ce que je dis tout le temps à mon équipe. Mais je trouve que c'est quand même c'est hyper important de lire tous les commentaires, même positifs, parce que bah, c'est important de savoir ce que les consommateurs pensent de nous. Et puis c'est surtout hyper important de leur répondre, parce que eux, c'est des clients qui, comme tu disais tout à l'heure, sont fidèles, aiment la marque, ont un affect particulier. Et il faut surtout pas qu'on brise ça, quoi. Donc tu crées un lien fort Après, avec eux. ce que je veux dire, c'est que je les lis quand même, pour qu'on soit d'accord. C'est juste que je ne conditionne rien, aucun vision de moi-même ou mec. Oui, ça veut pas dire qu'on chope un boulard et qu'on se dit waouh. Même sur un positif, tu vois. Si quelqu'un dit Justine To, c'est incroyable, putain, ton déo il est trop stylé. Bon, moi je suis fière, mais je me dis waouh, on a fait du super boulot, quoi. Super. Mais dans ce cas-là, comment tu prends quelqu'un qui dit Justine To, ton déo c'est trop de la merde? Pourquoi est-ce que tu considères plus le positif que le négatif?
Ah non, je considère pas plus le positif que le négatif, parce que le négatif, au contraire, tu vois, ça, j'en ai reçu beaucoup. Pour vous raconter, quand on a lancé notre premier déo avec Thomas, on l'a bossé pendant 9 mois avec une docteure en pharmacie. On avait fait le mieux qu'on pouvait sur un déodorant roll-on naturel à l'époque. Faut se remettre dans le contexte, on est en 2018. Les consommateurs, ils consomment pas encore beaucoup de déo naturel. Et franchement, c'est hyper dur de faire un déo naturel qui est hyper efficace. Bref, on lance, sauf qu'en fait, dans notre communication, on est vachement en mode enfin, le premier déodorant naturel et méga efficace. Et en fait, il y a des gens qui l'ont. C'est simple, on en a vendu 2 millions. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont testé. Et il y a 70% des gens qui l'adoraient et 30% des gens qui m'envoyaient des messages sur les réseaux en me disant il est pas efficace, je suis obligé d'en remettre dans la journée, moi je l'aime pas. Alors, des gens qui me critiquaient vraiment, qui étaient vraiment méchants, et d'autres qui étaient juste en mode moi je suis désolée, je dois en remettre dans la journée, mais je m'efforce, je continue de le porter, au moins c'est certainement mieux que mon antitranspirant avec des sels d'alu. Et en fait, au début ça m'a fait mal, et finalement j'ai pris énormément au sérieux tous ces retours, et j'ai créé un Google Sheet avec tous les contacts de toutes les personnes qui n'aimaient pas mon premier déo. Et j'ai dit ça va me servir. En fait, un jour, je vais les contacter et on va retravailler ce déo. Et en fait, j'ai structuré un peu ma pensée, structuré la strate de ce qu'on voulait faire, et j'ai contacté ces personnes. Donc, j'en ai contacté 500. Je peux contacter toutes les personnes, mais j'en ai contacté 500. Et je leur ai dit, je veux développer le déodorant idéal, celui qui répond le plus à vos besoins, parce que vous n'aimiez pas le premier. Et du coup, on a bossé ensemble pendant 2 ans, ça a pris même 2 ans et demi, à sortir notre nouveau déo, qui est un déo stick, donc maintenant en solide, quoi, dans un pack carton qu'on pousse. On a sorti en septembre dernier, il y a 1 an, et c'est devenu notre best-seller, parce que c'est le premier déo bio 100% d'origine naturelle, mais aussi avec une efficacité 48 heures qui est prouvée par des labos indépendants. Et en fait, il est ultra efficace pour un déo naturel. Et en fait, j'aurais pas pu le développer, je l'aurais jamais sorti, j'aurais jamais eu ce best-seller là si j'avais pas écouté mes premiers consos, si j'avais pas été les chercher. Et en plus, j'ai été les chercher, j'avais développé une première formule, je me suis dit elle est franchement pas mal, on avait retravaillé tout avec l'équipe, je me dis elle est franchement pas mal. Maintenant, on la passe au test, on l'a fait tester sur 500 personnes, je leur ai tous fait tester, et j'avais la moyenne, c'est-à-dire que sur une note sur 5, j'étais à 2,5. J'étais non, je lance pas le produit tant qu'il est pas noté 4,5. Donc en fait, on a dû retravailler, et ces gens, ils étaient investis, ils étaient dévoués, et ils acceptaient de tester notre produit, de nous faire des retours. Et le jour où on a eu ce produit qui a été noté 4,5 sur 5, on l'a lancé, go, et c'est un succès de dingue. Donc, faut les écouter, les gens qui nous critiquent. Ouais, et puis en fait, je suis en train de réfléchir, mais il y a quand même une grosse différence. C'est que toi, tu fais du B2C et que n'importe quel commentaire peut être en fait ton client. Ah, bien sûr. Alors que moi, globalement, mes clients, je les connais. Et ils vont pas venir m'insulter sous mes posts LinkedIn. S'ils m'insultent, c'est parce qu'on se parle. J'ai pas compris, moi, la différence. Si j'ai quelqu'un qui vient m'insulter sur LinkedIn parce qu'il est pas d'accord avec ce que je dis ou ce que je fais, ce sera potentiellement jamais ton client. Ça sera potentiellement mais jamais. quelle est la différence avec quelqu'un qui rage sous un post de Justine? Et ça peut tout à fait être un moi, c'est client. tous mes clients. Tous les gens qui Ah non, d'accord, pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Les gens qui donnent un mauvais retour sur ton déo. Non, mais même n'importe qui va m'écrire sur LinkedIn et me dire j'ai lu un article sur toi, franchement je suis hyper déçue, je connaissais pas Respire, mais c'est de la merde ce que tu fais. La personne, elle a beau avoir jamais testé mes produits, ça peut être un potentiel client. Donc en fait, il faut que je fasse hyper attention à la relation. Pour moi, chaque personne peut être mon potentiel client. Et ça peut déjà être un client aussi. Ça peut déjà être un client, ça peut déjà être un client. potentiel. Alors que... Est-ce que la différence c'est vraiment B2B, B2C, ou alors c'est juste que tu as un produit de niche, tu vends des posts LinkedIn à des gens et il n'y a pas... Et des déos, tout le monde utilise un déo. Alors c'est intéressant dans la différenciation de l'image personnelle. C'est-à-dire que moi, par exemple, Greg, je peux me pourrir ma journée, mais vraiment, ça c'est un truc, j'arrive toujours pas à m'en détacher. Un client pas content. Ça me nique ma journée, les 48 heures après, j'arrive pas à m'en détacher. Un jour peut-être, mais pour l'instant, j'arrive pas encore. Quand un mec vient m'insulter sur Twitter, ça me fait ni chaud ni froid, je n'ai pas grand-chose à faire. Parce qu'il y a une distinction très claire. Un client qui est pas content sur une presta qu'on a fait, un random qui m'insulte pour une raison X ou Y, je sais pas ce que je lui ai fait. Alors que sur Justine, les personnes qui disent je suis pas content, machin, ton produit est pas bon, ou le produit machin, ça peut être clairement un client pas content. Mais même ça se voit quand on parle en fait que il n'y a pas forcément une frontière hyper nette entre une critique contre Justine et une critique contre le déo. C'est normal. C'est normal. Je suis moi-même le déodorant. Ouais, et pourtant, non, franchement, je pense que j'ai réussi quand même dans ma tête. C'est un peu clair. J'ai réussi à scinder le truc et à me dire
Enfin, j'essaye, tu vois, mais c'est sûr que oui, quand on critique mes produits, on met tellement d'énergie, de temps à bosser sur nos produits. Après, aujourd'hui, j'ai mieux accepté, tu vois, que mon premier produit. Aujourd'hui, quand quelqu'un aime pas mon produit, je me dis, bon, bah, c'est que je dois le retravailler, c'est que je suis peut-être pas à la meilleure version du produit. Je suis beaucoup plus ouverte, en fait, aujourd'hui, je pense. À l'époque, c'est vrai que c'est ton premier produit, t'as passé 9 mois sans jamais parler à qui que ce soit de ton déo, t'as bossé sur un déo comme un malade. Il a fallu trouver un moment où tu dis j'arrête les recherches, la formule c'est la bonne, alors qu'en fait tu sais jamais si c'est la bonne, tu vois. À un moment t'as toujours envie de continuer. Nous c'est la docteure en pharma qui a dit bon là les cocos vous êtes mignons mais ça fait 10 mois que vous me saoulez, la formule elle est très bien comme ça, on fera une V2. Du coup on l'a lancé, après on en était quand même convaincus, mais j'avais mis tellement d'énergie et d'amour dans ce truc qu'en fait ouais, les premières fois qu'on m'a dit en plus attends, franchement faut se remettre dans le truc, on a lancé via un crowdfunding. Donc en fait, le crowdfunding, on a prévendu 21 000 déodorants en un mois. On a levé 250 000 € en un mois, alors que j'étais nobody avant de lancer le crowdfunding. Ça a été un truc de fou. Donc le jour où le crowdfunding s'est terminé, j'étais en mode d'accord. Là, j'ai 21 000 déodorants à livrer. Allez, avant le crowdfunding, je m'imaginais moi à Paris, avec mon petit vélo, aller livrer 100 personnes. 100 personnes, déjà c'était beaucoup, tu vois, à vélo. Là, 21 000 déos, non. Donc en fait, et ce moment-là, où j'ai réalisé qu'il fallait que je livre 21 000 déos et que je les produise, je me suis dit, mais est-ce qu'il va plaire en fait ? Est-ce que les gens vont l'aimer ? Et là, tu passes, donc on est en décembre 2018 et le lancement officiel de Respire est en mai 2019. Donc on a passé 6 mois à finaliser les tests réglementaires, mettre en place toute la production, la logistique. Et puis en plus, on avait été contacté sur LinkedIn par Sephora, Monoprix, enfin par plein de retailers. Donc je venais de signer mes premiers contrats avec Monoprix et avec Sephora. Donc la première commande que j'ai passée de déodorant, je me souviens Véronique, la docteure en pharma qui avait cru en nous, c'était la seule qui avait cru en nous, elle nous avait dit... On l'embrasse, bien sûr. On l'embrasse Véronique, on l'embrasse. C'était la seule qui avait cru en nous et en fait on avait acté ensemble que c'était première prod de minimum 10 000 unités. Et en fait, première prod qu'on a fait avec elle, 200 000 unités. Parce que j'avais les commandes de Sephora, j'avais les commandes de Monoprix, fallait que je lance mon site, fallait que je lance tout. Mais le jour où j'ai signé la commande des 200 000 unités, tu t'es dit... J'espère qu'il va plaire ce produit. Et donc c'est ça où en fait, au début ça a été difficile. Moi, juste sur cet article dont tu parlais avant, là, que j'avais lu à l'époque, j'ai une question globale, c'est est-ce que tu penses que ça existe la mauvaise publicité ? La mauvaise publicité, bien sûr. Bien sûr. Enfin, je sais pas ce que t'appelles la mauvaise publicité, mais moi ce serait n'importe qui parle de... Est-ce que finalement tous les gens qui ont lu cet article, qu'est-ce qu'ils retiennent de toi ? Que c'est un déo de merde ou ils ont connu Respire ? Non, cet article, il n'était pas axé produit. Cet article, il était axé histoire de marque, storytelling, où en fait, elle remettait en question, tu vois, toute mon histoire, où moi, j'ai pris la parole ouvertement en racontant que j'avais eu une tumeur bénigne à la poitrine, j'avais bien dit que c'était bénin. Et c'est vrai que t'avais eu un média qui avait sorti un article, après un cancer, elle lance son déodorant. J'étais hors de moi parce que c'était une tumeur bénigne. Donc je suis pas du tout en train de me mettre à côté de quelqu'un qui a vécu vraiment un cancer, mais j'ai raconté mon déclic. Et elle, dans cet article, elle a remis en question le fait que j'avais pu avoir une tumeur bénigne. Donc en fait, là, elle a vraiment été touchée. Moi-même, je me sentais touchée personnellement. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ? Je poste mes examens médicaux sur les réseaux, je fais quoi ? Et heureusement que j'avais mes proches pour me ramener les pieds sur terre et me dire, attends, on fabule complet, là, on va pas non plus rentrer dans des détails aussi fous. Mais bon, donc du coup, elle critiquait le marketing. La mauvaise publicité, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire un article... J'en ai quelques-uns, très très peu, mais j'en ai en tête d'une personne qui n'aime pas du tout la marque et en fait qui a soi-disant décrypté toute la marque, tous les produits, toutes les formules et qui raconte en fait ce qu'il y a dans nos formules en disant que c'est pas du tout, on utilise des ingrédients qui sont pas du tout écologiques, que on aurait cédé 90% de notre capital. Incroyable, j'étais pas au courant. Alors qu'on a encore 90% du capital entre founders. C'est des journalistes ? Non, c'est pas une journaliste, c'est une blogueuse, tu vois. Mais elle a réussi à faire tourner cet article auprès d'influenceurs. Et donc, en fait, c'était une influenceuse green qui relaie cet article. Pour moi, ça, c'est de la mauvaise publicité. C'est en mode une influenceuse green qui dit « Waouh, j'ai découvert quelque chose. En fait, Respire, c'est pas ce qu'on croit. Regardez, lisez ça. » Et ça, en fait, ça, pour moi, c'est de la mauvaise publicité. Et ça fait super mal parce que t'as beaucoup de gens qui le lisent. Du coup, en fait, elle dit qu'elle a décrypté la marque. Donc, elle attaque sur plein de points. Et du coup, tu fais quoi ? Bah, du coup, nous, on a fait un article qui est sur le blog du site Respire qui s'appelle « Déo ». Comme un déodorant, déo et débat. Ah oui. Voilà, le petit jeu de mots, le déo et débat. Oui, je suis très friand, Et où en fait, on a repris, je vais pas dire point par point, mais où j'ai repris, on peut nous critiquer sur ça.
voilà ce que je vous réponds. On peut dire qu'on fait trop ça, voilà ce que je vous réponds. Et en fait, j'ai voulu apporter de la transparence et donc toutes les personnes sur les réseaux qui relayaient ou qui me disaient ouais, je suis tombée sur cet article, en fait moi je suis cliente Respire mais je suis hyper déçue parce que du coup je sais pas qui croire. Bah en fait, je renvoyais mon article écrit pour expliquer bah voilà comment je me défends entre guillemets. Et ça c'est dur. C'est pas tout le monde mais t'as des gens ultra malveillants qui je sais pas. Et ce qui est très drôle, c'est que, petite anecdote, ce serait marrant qu'elle écoute en plus ce podcast. Je pense pas, parce que ça m'étonnerait qu'elle passe autant de temps à ça. Quoique, elle était à l'école dans la classe de ma sœur, cette fille. Oh. Ah bah ok. Donc j'ai toujours dit à ma sœur, que lui as-tu fait? Voilà. Donc c'est ouf quand même. Mais par contre, en vrai, je comprends le point que tu veux dire quand tu dis en gros, est-ce qu'il y a de la mauvaise publicité? Sous-entendu, en fait, de toute manière, bonne ou mauvaise, il y a de la notoriété qui va avec. Et ça, je comprends ton point, mais en même temps, je me dis, ça se tient que si t'as un truc à vendre, en fait. Parce qu'imagine juste, t'es une personnalité publique, t'as pas forcément un business ou quoi. En fait, si on te fume, on te dit que t'es une merde, en fait, la notoriété, tu t'en fous un peu et le mal, il est fait, tu vois. Même si tu fais un communiqué et tout, que tu dis, voilà, combien de personnes vont sur ton blog, enfin, sur le blog de Respire, pour lire le Il démenti. n'y a pas de tu vois. présomption d'innocence en fait. Ouais, c'est genre en fait le mal il est fait, tu vois, genre. Oui, non, c'est ça. C'est ça. T'as raison. Tu vois, il y a des histoires, j'ai pas le nom exact de l'acteur, mais un acteur qui s'est fait attaquer de violences sexuelles et après finalement il a été, il était plus mis en cause, mais en fait, la série elle a été arrêtée et il pouvait plus tourner dedans pendant 2 ans et en fait aujourd'hui sa carrière elle est ruinée parce que il y a eu ça. Bon. Après, ça, on rentre dans les trucs, je dis, voilà, accusations sexuelles et tout, c'est différent. C'est très différent, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que oui, il n'y a pas de présomption d'innocence. Et aujourd'hui, moi, je suis hyper contente de cette liberté d'expression qu'on a sur les réseaux. Mais c'est sûr qu'il faut réussir à se protéger de ça. J'ai plein d'autres questions, je sais pas si vous voulez rebondir sur ce sujet. Moi, je suis bon là-dessus. On a fait une thèse On a presque fait, là-dessus. on a fait un bon petit tour là. Je vous propose qu'on fasse un petit entracte, parce que c'est un entracte, avec un petit jeu. Oh, waouh. On va commencer par jouer au sous-côté, sur-côté. Et à la fin du podcast, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a le jeu du Pimps, que vous connaissez déjà bien. Alors, le jeu sur-côté, sous-côté, je rappelle très bien la règle. Elle est extrêmement simple. Un mot va être donné. Il faudra dire si vous le trouvez sous-côté, c'est-à-dire qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur, ou alors sur-côté, ça veut dire qu'il est vu trop haut, trop beau par rapport à ce qu'il est vraiment. Attends, c'est une- trop beau par rapport trop beau par rapport à ce qu'il est vraiment surcoté ou on n'en parle pas assez. Voilà, pas assez c'est ça. mis en Il avant. mériterait plus d'attention. Voilà, il n'est pas jugé. La publicité qu'il a ne lui fait pas bonne justice. Et donc, c'est une question que je vais poser à toi au démarrage, mais vous êtes bien évidemment invité à vous prononcer aussi dessus. Donc, Attends, je mange un souffle. non, mais je t'en prie. Je vais réfléchir à laquelle je te pose en premier. Je sais pas qu'il y aura pas des gros zooms de moi qui met un gros souffle dans la bouche. Sous-côté ou sur-côté, je te la pose bien quand t'as la bouche pleine. TikTok. Surcoté. Ah ouais. Ah, il faut nous expliquer pourquoi maintenant, Justine. Parce que je suis trop nulle sur TikTok. En vrai, j'ai créé un compte. Je crois que j'ai 20 abonnés. Genre 3 vidéos. Ouais, tu peux chercher juste. Ah, je t'ai pas trouvé. Mais tu vois, Je tu t'ai m'as cherché. pas trouvé. Peut-être qu'il est en privé, caché, secret. C'est peut-être pour ça que j'ai pas d'abonnés. Non, mais j'ai pas encore compris, moi, tous ces trucs de. On danse, on passe d'un truc à un autre. Oh, c'est J'arrive fini pas, la danse. J'arrive pas. Non, mais c'est pas de la danse, mais tu sais, des vidéos. Pourtant, j'ai l'impression de faire pas mal de vidéos, tu vois, où je parle, mais. Non, personnellement, TikTok, j'ai pas réussi à craquer le truc. Et ouais, donc je trouve ça surcoté parce que tout le monde en parle. Après, je dis ça, mais il faut forcément qu'on y aille. Faut que Tu, Respire tu y soit, crois au faut que potentiel Respire du truc perce. quand même. Je crois au potentiel du truc, ouais. Ah bah quand Instagram a lancé des Reels pour faire comme TikTok, ouais, je crois au potentiel du truc, ouais. T'en fais des reels toi? Bah non, justement, parce que si je savais faire des Reels, je ferais des TikTok, en fait. En fait. Non, t'as 203 abonnés. 203. Ouah, ça a fait x10. Dis donc. Ça buzz. Si vous voulez aller vous abonner, C'est le moment. C'est quoi ton nom? C'est Justine.Uto. Justine Uto, tout attaché. Très bien. C'était disponible. Personne l'avait volé. Ouais, en fait, je crois que je l'ai sécurisé juste parce qu'aujourd'hui, il me sert pas à grand chose. Mais après, tu vas avoir des gens qui vont prendre des cuts de toi, genre par exemple dans cette émission, et ils vont les mettre sur TikTok en mode inspirational speech. Ils vont mettre la musique et ils vont prendre une phrase que tu dis en mode émotionnel un peu, et là tu vas te retrouver sur TikTok. Eh bah, cool. Ça va se faire tout seul. Comme ça va se faire tout seul. Je vais apprendre à utiliser TikTok. Faut faire attention parce que c'est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que parfois ils peuvent sortir un extrait du contexte qui est absolument infernal. Bref, mais bon, on te le souhaite pas. Moi, je me demandais en fait. J'aime beaucoup quand il y a une histoire, un peu une success story de quelqu'un qui a réussi à faire un truc bien, de se demander genre quelle serait la version 2.0 de ce truc-là. Donc genre je me dis la Justine Uto qui perce en 2023,
à quoi elle ressemblerait. Et si tu as compris, si je t'ai posé la question TikTok, c'est parce que je pense que c'est potentiellement un ou une entrepreneur qui aura craqué TikTok. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à aller sur TikTok alors que tu as tout niqué sur Instagram Et sur LinkedIn. et sur LinkedIn. Absolument. Alors, ça, c'est une question de focus. Ça, c'est une question d'entrepreneur. Quand t'es entrepreneur, t'es focus. Tu te concentres sur tes priorités. Et en fait, depuis que j'ai lancé Respire, j'ai beaucoup de sujets. Et donc, mon cheval de bataille, c'est de dire à mon équipe, on focus. Ça, oui, c'est intéressant, mais c'est P2. Ça, c'est P1, ça, c'est P2, ça, c'est P3. Et donc, en fait, TikTok, malheureusement, trop de fois, je l'ai mis en P10 000. Et en fait, aujourd'hui, j'ai enfin mieux structuré mon équipe brand, recruté une personne qui maîtrise plutôt TikTok, et du coup elle est chargée de faire au moins, c'est combien ? Je crois qu'on était à 2 TikTok par semaine. Maintenant je crois que je suis à 1, parce que je veux pas non plus qu'elle fasse que ça, mais voilà, je me suis assurée que ça remonte dans les priorités. Et en fait du coup c'est que TikTok pour Respire devienne aussi un canal où on est capable d'aller chercher une audience, parce que au début l'image que j'avais de TikTok c'était c'est trop jeune, ça correspond pas à la cible Respire, c'est pas la cible qui a l'argent en fait à dépenser, et donc je préfère être sur LinkedIn et sur Insta. Aujourd'hui, TikTok est en train de se développer énormément, et donc la cible, elle a vieilli. Alors elle est toujours très jeune, mais elle a quand même vieilli, et donc c'est quand même des personnes qui sont en capacité d'achat, et je pense que ne pas y être, c'est une connerie. Donc aujourd'hui, ça revient en P1, et je pense que qu'en 2023, ça pourrait devenir une de mes priorités, sachant que là, je dépriorise des choses sur Instagram en disant, en fait, Instagram, on se rend compte que les gens consomment énormément de stories. Quand vous ouvrez votre Insta, qu'est-ce que vous regardez en premier ? C'est les stories. Donc en fait, les stories, ça se consomme, c'est éphémère, ça va vite, on a besoin tac, que ça aille super vite. En vrai, c'était un peu l'avant Reels, parce que les stories, c'est ça, c'est du contenu hyper simple, facile. Et j'ai dit à mon équipe, les stories, c'est primordial du coup sur Instagram. Les posts, en fait, on se rend compte que l'algo des gens n'y comprend rien. T'as des posts qui buzzent, t'as des posts qui buzzent pas. Et je trouve que l'équipe passe trop de temps à faire un post par jour qui, ils espèrent, perce, mais qu'en fait t'es toujours déçu. T'en as un qui perce une fois et tu sais même pas trop pourquoi, et t'en as un qui perce pas du tout et tu sais pas non plus pourquoi. Donc je leur ai dit, maintenant on fait plus que 4 posts par semaine sur Instagram, donc il y a 3 jours où on poste pas, je m'en fous, c'est pas grave, sauf si vous avez un truc hyper simple, genre une belle photo d'un produit, on la poste, c'est très facile, mais sinon il y a 3 jours où on poste pas, et du coup vous prenez ce temps aussi pour aller créer du contenu sur TikTok. Donc en fait c'est réaligner tes priorités. Donc ça c'est pour Respire. Pour Justine Hutto, il faudrait déjà que je passe plus de temps sur Instagram et sur LinkedIn, parce que sur Insta, au mois de septembre, j'ai fait un post dans tout le mois. Par contre, je fais des stories quasiment tous les jours. Mais poster, c'est, je sais pas, il y a une réflexion, quoi. Combien de posts LinkedIn ? Et LinkedIn, j'ai dû en faire 2 en septembre. J'en fais 1 par semaine, grand max. Donc, j'en fais pas beaucoup. Faut que tu gardes le rythme. Et à la pro, là, on fait 4 fois ton reach. Ouais, dis-moi. Mais c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, en fait, sur mes réseaux, mais ça, l'algorithme est inexplicable. C'est que, en fait, j'ai beau faire peu de posts, parfois je fais un post et il défonce tout. Genre cet été, j'ai été faire une course à Chamonix, j'ai fait une photo de la ligne d'arrivée, j'ai posté sur LinkedIn, le truc a fait 1 700 000 vues. Avec ta famille ? Ouais. Oui. Dingue. Et 1 mois avant, je faisais un post de un prix que j'avais reçu. J'avais reçu un prix. J'ai vu cette photo. Ouais. J'avais reçu un prix, mais je sais plus lequel, c'est pas possible. Ah si. Pardon, non, c'était dans Forbes, où j'étais l'entrepreneur la plus influente de l'année, je crois. La plus influente en France. Ah, elle est là. Allez là. Non, mais c'était le magazine Forbes qui avait sorti ça. Et j'avais posté ça sur LinkedIn. Et pareil, ça a fait 1,5 million de vues. Et du coup, j'ai écrit à LinkedIn et je leur ai dit, j'ai le syndrome de la page blanche. En fait, entre juillet et août, j'ai fait 2 posts. Ils ont fait à eux 2-3 millions de vues. Je fais quoi ? Et ils m'ont dit, sois à l'aise, fais ce que tu veux. Du coup, j'ai fait un sondage où j'ai dit, on dit plutôt entrepreneureux ou entrepreneuse ? 20 000 vues. Donc en fait, c'est hyper aléatoire. Et aujourd'hui, ma strat, c'est plus de dire, j'ai un truc à dire, je poste. Et c'est chouette, mais je me force pas. Mais là, la Justine Hutto à court terme, c'est que j'arrive à me mettre une roadmap en place et à poster plus régulièrement, parce qu'en fait, oui, je me détache de Respire en me disant, Respire, c'est hyper important, on a nos clients qui nous suivent, mais en fait, il y a beaucoup de clients qui me suivent moi aussi, et donc c'est important que je continue de parler à nos clients, mais aussi de recruter des nouveaux clients, parce que je pense que je suis capable d'en recruter via mes réseaux. Et pourtant, c'est assez notable.
la page Respire a 2 fois plus d'abonnés que toi sur Instagram. Et ça, c'était une volonté, donc je suis. Qui est une victoire assez importante. Et je sais de quoi je parle. Le jour où Kudak a 2 fois plus d'abonnés que moi, je fais une soirée. Mais tu vois, moi, c'était hyper important pour moi parce que j'ai rencontré des gens au début de Respire, genre des jeunes marques qui étaient là avant nous, mais qui sont plus petites et qui ont moins percé, et qui me disaient non, mais de toute façon, Respire, ça a marché juste parce que en fait, t'es influenceuse. C'est une marque d'influenceuse. Et moi, en fait, je voulais pas du tout être catégorisée comme ça. C'est pas parce que j'avais 20 000 abonnés sur Insta quand j'ai lancé Respire, parce que je parlais de ma passion pour la course à pied, que j'étais forcément influenceuse qui lançait une marque. Et donc, je voulais et je veux que Respire vive sans moi. Aujourd'hui, je pense qu'on a prouvé le modèle, clairement, modèle d'acquisition qui est complètement indépendant de moi. Coucou le cat. Il y a un chat qui se balade. Ah ouais, c'est ma chatte Thanos. Dit comme ça, c'est trop drôle. Thanos. Et je sais plus ce qu'on racontait. Pardon, Ouais, Instagram. Le chat m'a perturbé. On était sur les abonnés de ton compte, les abonnés Oui, c'est ça. et du modèle d'acquisition. Ouais, c'est ça. Et donc oui, on a prouvé le modèle en fait où Respire est complètement indépendant de moi aujourd'hui et arrive à acquérir des personnes sans moi, rien que le modèle d'acquisition en ligne, que ce soit en retail. On est dans 3000 points de vente. Les gens qui achètent les produits en retail, je pense même qu'il y en a pas 10% qui savent qu'il y a Justine, la fondatrice, qui est derrière. Tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux et ne connaît pas l'histoire de Respire. Donc moi, c'était important de prouver ça et du coup d'avoir le compte de Respire qui a le double d'abonnés que moi, c'est vraiment de montrer en fait Respire est capable de vivre sans moi. D'ailleurs, petite question là-dessus, sur l'acquisition. C'est quoi ton top 3 canaux d'acquisition en dehors de toi? Top 3 canaux d'acquisition, je dirais 1, le retail. En fait, c'est des canaux d'acquisition énormes. On a fait le choix dès le départ d'être une marque avec une distribution hybride, à la fois en ligne, mais aussi en point de vente. Ce qui est génial parce que quand t'as les coûts d'acquisition qui explosent, hop, t'as les points de vente qui prennent le relais. Quand t'as les points de vente qui ferment, Covid, hop, t'as le site en ligne qui prend le relais. Donc, en fait, moi, je trouve ça top. Et t'as beaucoup de marques qui étaient uniquement en ligne et qui reviennent là et qui vont vers le retail. Donc, et puis, t'as plein de marques qui étaient en retail depuis des années qui vont maintenant vers le digital. Donc, nous, hop, on surfe sur les deux depuis le départ. Donc, canal d'acquisition via ce retail. Et deuxième, Google et Facebook, 2 et 3 à égalité. Ouais. Je continue bientôt TikTok. Bientôt TikTok. J'ai un autre sous-côté ou surcoté. Sous-côté ou surcoté, Anthony Bourbon, qu'on a reçu à cette place dans le canapé. Ah, c'est trop drôle. J'ai envie de dire un truc drôle. En fait, j'ai envie de dire sous-côté parce que ce mec, il est trop stylé, donc il peut... On rappelle, il a été investisseur dans la première levée de Respire, c'est ça. Donc attends, je vais dire les deux. Donc sous-côté parce qu'en fait, il fait plein de trucs trop ouf et du coup, il a le mérite il mériterait à ce qu'on parle de lui encore plus. Mais surcoté parce que putain, on n'entend que lui, quoi. Mais vous auriez pu faire un genre de clash artificiel, ça aurait fait un énorme... Ça aurait été énorme. Non, mais je le kiffe, Anto. On s'est appelé encore il y a 2 jours. Il est top, ce mec. Il est top et en fait... j'ai plein de choses à raconter sur Anto. Déjà, quand j'ai lancé Respire, moi, en fait, la marque Feed, c'était un mythe. C'était genre... Je voyais que Feed sur mes réseaux. Et j'étais là, c'est quoi ce truc? En plus, ça me donnait pas du tout envie, quoi. Mettre de la poudre dans un truc et boire que ça et hop, t'as mangé. Non, je comprenais pas le concept. En plus, j'avais testé les bars et j'étais pas hyper fan. Mais je me disais, ce mec, c'est un génie. Et du coup, je suis allée le rencontrer et je lui ai demandé est-ce que t'es chaud d'investir dans Respire? Et donc, c'est un des premiers invests de Respire. Il a mis un petit ticket au départ et il nous a soutenus. Et je me souviens, moi, je voulais pas non plus qu'il mette un trop gros ticket. Coucou le chat! Je voulais pas non plus qu'ils mettent un trop gros ticket parce que j'avais pas non plus envie de me diluer spécialement, mais je trouvais ça cool qu'il soit là, donc en fait lui il voulait mettre plus et moi j'étais là restreindre, non pas trop non plus, mais bref, du coup il est rentré dans Respire, donc trop chouette. Et depuis, on se marre. Enfin, après ça, on a fait, je sais pas, quelques mois après, on a fait un concours entre Respire et Feed sur les réseaux. Sauf que là, moi, je me suis fait défoncer de critiques de t'as pas le droit de t'associer à cette marque, c'est pas possible, machin. Donc j'étais en mode, mais c'est quoi l'image de ta marque? Genre, c'est pas possible. Du coup, là, il a refait un full rebranding, il a retravaillé tous ses produits et il a fait vraiment les choses bien. Donc ça, c'est très cool. Et puis, après, il y a Anto qui veut être mon associé, quoi. Et mais quand est-ce qu'on te voit dedans d'ailleurs? Enfin, du côté jury?
Oh là, bah attends déjà que j'ai des sous parce que faut en distribuer, hein, putain. Oui, Faut y aller, hein. Faut les mettre les tickets. Faut hein. les mettre les tickets. Allez hop, je mets 200 000, je mets 300 000. Attends, là déjà, je suis en train de me dire, est-ce que je peux acheter mon appartement? Non, mais franchement, je pense qu'un jour, ça me ferait vraiment kiffer. Ça me ferait vraiment kiffer parce que déjà, je suis un peu le baby qui va être mon associé. Hein. Nous, on est passé dans l'épisode 1 de la saison 1. C'est l'épisode 5. Ah, vous êtes saison passé dans la saison 1 Ouais. Qui va être mon associé, on l'a fait saison 1, février 2020. Ah ouais. Ouais. Bon, dis donc, les gars, là, sortez de votre canapé un peu, là. Mais attends, mais. Il y a la télé en face. Et il y a qui est rentré du coup déjà? Personne. Nobody. En fait, en gros, je t'explique. Ça a été un succès de ouf. On arrive sur le plateau, le truc se passe trop bien. On a 5 invests face à nous, les 5 veulent investir. Nous, on demande 200 000. Marc Simoncini, il dit moi, je kiffe trop, mais je mets 400 000. Je mets 400 000, je veux prendre je sais plus combien de pourcents de la boîte, machin. Sauf qu'en fait, lui, il était chez Typologie, chez Ningli, mon concurrent. Donc, bon, après, il l'a un peu disclaimé, genre, en fait, je peux pas y aller. Ensuite, t'as Eric Larchevêque, non? Non, c'était pas les mêmes la première édition. Ah oui. J'ai oublié les noms, donc je veux pas que quelqu'un soit tout déçu. Ça, Et Catherine bref, Barba? Une personne. Non, Catherine Barba, ouais, mais c'était l'autre personne qui était dans les transports, une dame, bref, qui était en logistique. Et elle voulait investir, mais plus que ce que nous on demandait. Et après, t'as les 3 qui sont Fred Mazzella, Catherine Barba et Frédéric Van Hove, des Bistrots Régent, les 3 qui ont dit, bah nous, on split le montant que vous demandez en 3 et on entre tous les 3 au capital. Bon, nous, on a 10 minutes pour aller dans notre petit studio B, là, pour aller réfléchir, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, en fait, bah, tu sais, t'as 3 propositions sur le tapis, il faut te dire quelque chose. Tu veux me dire le nom? Delphine André. Delphine André, voilà, qui proposait plus. Et du coup, on revient du studio B et bah là, il faut dire avec qui on part. Donc, on dit, bon, bah, on part avec la proposition des 3 personnes. Parce que c'était la seule qui stickait aussi à ce qu'on demandait. Et que moi, Fred Mazzella, j'avais trop envie de l'avoir au capital de Respire. C'est un mec qui a créé une communauté de dingue. Enfin, franchement, c'est le héros des communautés. Enfin, on va se le dire. Et du coup, on part de là. Et en fait, ça, c'était tournage en juin 2019. J'avais lancé en mai. Hein. Ça fait 1 mois que j'avais lancé Respire. Diffusion en février 2020. Et en fait, ils nous ont recontactés en septembre, 4 mois après. T'as les invests qui contactent et qui nous disent on n'avait pas du tout entendu parler d'eux, hein. Silence radio pendant 4 mois. Bon, bah ça y est, on est prêt à investir et tout. Et nous, entre-temps, on avait lancé la crème solaire, on avait développé à fond, on avait une croissance de dingue. Et en fait, on était en mode on n'est plus du tout sur les mêmes valos, on n'est plus du tout sur le même ticket, les besoins. En plus, on était rentable, on était en mode en fait, on n'a pas besoin. Et du coup, on a juste dit bah finalement, désolé les gars, mais on n'a pas besoin. Et donc, je sais que ça a un peu froissé. On a un peu entendu parler de nous sur les réseaux, mais après, ça s'est justifié. Enfin, tu vois, c'était. Franchement, je trouve que les investisseurs qui prennent 4 mois à te contacter, mais je pense que c'est dans l'ordre de la prod. Hein. Je pense que maintenant, ils ont un peu changé le truc. Mais en tout cas, le passage dans Qui veut être mon associé a été dingue. Le soir même, t'avais. Je sais pas, en un temps, au même moment, juste après l'émission, 100 000 personnes connectées sur le site. C'était un truc de ma boule. Genre vraiment, c'était dingue. Et en fait, ça a duré pendant 1 mois, le mois de février 2020. Je pense, enfin, c'est notre mois record. Et je sais pas si un jour on serait capable de faire mieux parce que ça a été rupture de stock dans tous les retailers. Enfin, c'était complètement nimp. Et ça a été ouf. Enfin, franchement, on a eu une presse de dingue. Visibilité de dingue. La puissance de la télé. Et donc bref, on était sur Anto Bourbon et donc j'admire énormément qu'il soit allé dans Qui veut être mon associé. Et surtout, moi je l'aime beaucoup dans Qui veut être mon associé parce qu'à la fois il est méga cash, mais je trouve aussi qu'il donne beaucoup de conseils et que, enfin, il a une vraie position, rôle d'entrepreneur qui va un peu être le rôle de grand frère qui prend les entrepreneurs sous le bras et qui va leur donner des conseils et c'est chouette. Et en fait, Anto, c'est comme ça que je le vois. C'est vendredi dernier, j'avais un sujet, je l'ai appelé, en 2 secondes, il répond. Il me dit, en plus, c'était drôle parce qu'il allait m'appeler au même moment. Et en fait, on avait 2-3 sujets à se partager et c'est cool. Et on s'envoie un message en 2 secondes sur WhatsApp, il me répond. En plus, il est hyper réactif, genre, il est très cool. Ok. Super, bah écoute, j'en ai un dernier, après on va pouvoir reprendre si vous avez d'autres questions. Sous-côté ou surcoté, HEC Montréal. Parce que là, t'as 4 sur 4 personnes, t'as 2 HEC Paris autour de là. Donc, mais j'adore aussi HEC Paris, hein. Mais je pense que vous diriez surcoté. On n'a rien dit. T'as rien dit. Vas-y, vous diriez quoi? Ouais, en vrai, je peux pas m'exprimer. Je peux pas m'exprimer, ça veut dire Ouais, toi, je connais pas, j'ai jamais mis les pieds à moi. Ah. Non, ça a l'air chill. Hein.
Non, moi je dis sous-côté. En vrai, HEC Montréal, mais à refaire, je fais les mêmes études, quoi. J'ai trop aimé mon expérience là-bas. À tel point qu'au lieu d'y passer 4 ans, j'ai passé 6 ans. Parce qu'en fait, t'arrives, t'as une année de prépa, donc de mise à niveau, parce que les Québécois passent le bac à 19 ans. En fait, ils arrivent avec 1 an de plus que nous en école sup. Donc on a cette année de prépa entre Français. C'était assez ouf. Donc déjà, tu te mets à la culture québécoise, tu rencontres plein de potes, tu te recrées une famille sur place. Ensuite, j'ai fait 3 ans de baccalauréat en administration des affaires où en fait, t'es pas obligé de choisir tout de suite ta spé. T'as un échange. Moi, j'ai fait un échange au Chili pendant 8 mois. C'était ouf. Et en fait, on apprend énormément de choses, c'est ultra pratique. T'as énormément de travaux d'équipe, sur des boîtes. En même temps, à Montréal, au Québec, tout le monde, la culture, c'est d'aller bosser à côté de tes études. Donc en fait, tout le monde bosse, tout le monde a un job, tout le monde s'investit dans les assos. Plus tu t'investis dans des trucs, que ce soit des assos, plus t'as des bonnes notes, plus t'as des bourses. Donc en fait, des bourses au mérite qui tombent, c'est un truc de ouf. L'école te soutient à fond. Moi, j'en ai eu. C'était vraiment oufissime. Et après, j'ai diplômé en marketing finance et j'ai décidé de rester pour faire 2 ans et demi en maîtrise, en marketing, me spécialiser dans les communautés digitales. Et là, j'ai eu des cours qui ont changé ma vie. Des cours de prise de parole en public. J'ai tellement aimé qu'en fait, je suis devenue assistante de prof sur la prise de parole en public. Et en fait, avant, il faut savoir que... Alors, je vais pas dire que j'étais quelqu'un de timide, mais tu me demandais de prendre la parole devant des gens, genre là, je serais toute rouge. Enfin, j'aurais été toute rouge, trop mal à l'aise, des palpitations de ouf, à pas savoir quoi dire et tout. Et en fait, ça m'a juste aidé à prendre confiance en moi, à m'assumer. Et... Tu voulais parler ? Non, je t'écoute. Ok. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'à la fin de ma maîtrise, j'ai fait un dernier échange. Et cet échange, je l'ai fait à Paris-Dauphine. Donc j'ai été passer 6 mois à Paris-Dauphine. Et du coup, j'ai pu voir ce que c'était que d'étudier à Paris, en tout cas à Dauphine. Et j'ai pas du tout aimé. Surcoté. Bam. Boum, surcoté. Mais c'est là où t'as rencontré ton associé, non ? Non, Thomas, je l'ai rencontré par un ami d'amis en soirée à Paris. Donc tu vois, rien à voir. Lui a fait HEC Paris. Donc je peux pas dire que c'est HEC Paris, c'est très bien. Ni sous-côté, ni sur-côté, c'est très bien. Et en fait, Dauphine, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on avait des travaux d'équipe où à la fin du travail d'équipe, tu dois venir pitcher dans la classe. Et en fait... moi, du coup, j'étais trop fière, j'ai pitché mon truc et tout, j'avais ma petite presse, machin. Et en fait, les gens, ils venaient et ils avaient leurs notes. Et en fait, ils lisaient comme ça. Non. Aucun charisme. Genre vraiment, t'as l'impression qu'ils vivaient pas du tout leur truc. Et j'étais surprise, en fait, de ça. Et je me suis dit, il y a quand même une différence dans l'éducation. Et en tout cas, moi, l'éducation qu'on m'a apportée au Canada et à HEC Montréal spécifiquement, elle a fait ce que je suis aujourd'hui. Et même le fait de me développer mon expertise sur la création de communautés digitales, c'est grâce à mon directeur de mémoire qui a accepté que je choisisse en sujet de mémoire à la base pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux. C'est pour ça que je me suis mise à courir et que je me suis mise sur les réseaux sociaux. Puis finalement, mon compte a pris tellement d'abonnés que le sujet de mon mémoire, le titre, c'est micro-influenceuse sous influence. Où en fait, je racontais que j'étais devenue une micro-influenceuse parce que j'avais 18 000 abonnés et que les marques m'appelaient comme ça. Genre, j'avais Adidas, Nike qui m'envoyaient des chaussures, genre, j'étais comme une dingue. Et en même temps, je disais, mais on t'appelle micro-influenceuse, mais moi je me sens tellement influencée par ma communauté parce qu'il faut que je fasse gaffe à tout ce que je dis. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On est influencé par notre communauté. Et en fait, mon directeur de mémoire a accepté que j'étudie ça. Il a accepté que je fasse une auto-ethnographie sur moi, mon évolution sur les réseaux. Et quand j'en parlais à Dauphine, on me disait, mais ton sujet il est naze. Enfin, tu vois, les gens me jugeaient vachement. Et voilà. Et du coup, dans ce côté HEC Montréal, franchement, c'est ouf. On embrasse tous les directeurs de mémoire qui aident les gens qui veulent entreprendre. Et ça a été mon cas aussi cette année, Monsieur Manviel, je vous embrasse. Monsieur comment ? J'ai pas entendu. Comment ? Monsieur Manviel. Monsieur Manviel, on l'embrasse. Et moi, j'ai juste une question, Justine. Ton expression québécoise favorite ? Il fait fret. Qui veut dire ? Il fait froid. D'accord. Il fait fret. Il fait fret en tabarnak. Ah oui, si tu veux c'était vraiment. ça que je voulais. Mais je n'ai pas l'accent. C'était ça, j'adore. Je ne vais pas le faire pour des raisons, bien sûr, d'amour, mais j'adore cet accent. Ah ouais, il est ouf. Et donc, il fait fret, il fait fret. froid. Ouais, il fait froid. Mais t'as plein de trucs. Les maringouins, c'est des moustiques. Et maringouin, comme ça. Un sous-marin, c'est un sandwich. Oh. Non, mais il y a des trucs. Faut que t'ailles là-bas. Mais il faut qu'on fasse une coudac. Coudac avec un Québécois et une Québécoise, c'est très drôle. Coudac. Tiens, mais j'ai un petit truc. Tant qu'on parle un peu de tout ce que tu as fait et tout, voilà. Il y a un moment où tu as été plus ou moins consultante. Enfin, je sais pas si c'était un stage ou un truc dans le genre. Ah non, c'était une asso. C'était une asso ? Ouais, c'était une asso à HEC. Et t'étais... Ah ok, d'accord. Ouais. Et alors, ma question, c'est est-ce que il y a une réalité parallèle où tu aurais pu devenir
consultante, pas du tout faire Respire, faire un Mais truc totalement différent. De ouf, parce que c'était ce que je voulais faire. C'est-à-dire que pendant mes études, j'ai fait une spé finance, parce que je suis très maths, très chiffres, j'adore ça. Un truc à savoir, c'est que mon premier cours de marketing 101, j'ai eu des moins. Donc j'étais à ça de l'échec et de refaire le cours. Parce que je détestais le marketing, parce que je trouvais que c'était de la merde, que c'était pas pour moi. Et moi, j'étais chiffres. C'est pas drôle parce qu'aujourd'hui, je fais clairement du marketing. Enfin, et en fait... Putain, j'ai oublié la question. Devenir consultante. Ah oui, c'est vrai. Je suis KO. Alors, devenir consultante, excuse-moi, j'ai dérivé. Donc, en gros, ouais, au début, si j'avais voulu faire marketing et finance, c'est parce que je me disais, l'image que j'avais d'un consultant, c'était waouh, la personne, elle va de boîte en boîte, de projet en projet. Et en fait, ça a l'air hyper excitant parce que du coup, tu t'ennuies jamais. Ça. Et après, je me disais, du coup, il faut savoir tout faire. Donc, il faut que je fasse toutes les spé. C'est pour ça que j'avais fait et marketing et finance. Et puis, en fait, quand je suis partie faire ma maîtrise, que je me suis spécialisée sur les communautés digitales, là, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, en fait, c'est quand même sympa d'aller bosser en com, en marketing. Et puis, j'avais découvert ma passion pour la course à pied, donc je voulais bosser dans le sport. Et donc, mon rêve de devenir consultante est passé, surtout à Dauphine. Parce qu'à Dauphine, tout le monde voulait devenir consultant. Tout s'est cassé à Dauphine, Ouais. en fait. À Dauphine, Wow. ils voulaient tous devenir consultants. Ils passaient tous des entretiens chez Capgemini, chez... J'ai Capgemini en tête parce qu'ils passaient tous des entretiens là-bas. Enfin bref, il y en a plein. Mais... ils passaient tous leurs entretiens, ils parlaient tous que de ça. Et d'ailleurs, c'était la maîtrise dans laquelle je suis rentrée du coup en échange à Dauphine, c'était marketing et conseil. Donc c'était vraiment pour former les consultants de demain. Et là, en fait, je me suis dit non, en fait, j'ai plus trop envie de devenir consultante. Donc après, mon deuxième rêve, c'était de devenir, de bosser en com et marketing, mais dans le sport. Quand Paris a été sélectionné pour Paris 2024, j'étais en mode, mais ça, c'est mon dream job. Je veux absolument bosser pour Paris 2024. Et en fait, j'ai envoyé des CV. Non. Alors, coucou Paris 2024. Mais non, maintenant, je suis très proche d'eux. Je suis ambassadrice Paris 2024, d'ailleurs, pour le marathon que je vais courir. Le marathon de Paris 2024, ça va être fou. Mais bref, en tout cas, ils n'ont pas voulu de moi. Et ensuite... j'ai eu une offre d'emploi qui était aussi mon dream job pour les Étoiles du Sport, qui est un réseau d'athlètes olympiques, en fait, où c'est les athlètes, les anciens athlètes et les athlètes actuels qui parrainent les athlètes de demain. C'est un truc de fou. Et j'ai rencontré Sébastien Foucras, qui est le fondateur des Étoiles du Sport. C'est le mari de Marie-Josée Pérec. Et ils ont fait un truc, vraiment, c'est un réseau qui est exceptionnel entre athlètes. Et moi, j'ai eu cette chance du coup, il m'a proposé un poste que j'ai décliné pour lancer Respire, mais il m'a invité sur les événements des Étoiles du Sport et en fait je coachais les jeunes espoirs à développer leurs réseaux sociaux parce que c'est hyper important que les athlètes développent leur communauté digitale parce que sinon toute leur image dépend des médias. Et c'est hyper dur. Donc, il faut qu'ils se développent là-dessus et c'est quelque chose de difficile. Donc, moi, j'allais les coacher et du coup, j'ai eu accès à énormément d'athlètes que j'ai rencontrés. Et donc, c'est comme ça que j'ai aussi construit un réseau d'athlètes et qu'au tout départ de Respire, pendant le crowdfunding, j'ai posté une vidéo qui est assez dingue sur LinkedIn. Il faudra remonter à novembre 2018 pour la voir, où j'étais aux Étoiles du Sport. Et j'avais des gens comme Laurent Blanc, Fabien Galtier, Yannick Agnel, qui avaient le déo Respire, le premier de mon crowdfunding qui n'est jamais sorti, qui était en plastique noir, maintenant il est blanc, et qui disait « Moi, je n'utilise que Respire ». Ça, c'est Laurent Blanc qui disait ça avec son accent. Et cette vidéo, elle est dingue. Et en fait, j'ai eu accès à des athlètes incroyables qui ont fait ça. Wow. Parce que en fait, j'étais une jeune entrepreneur qui m'ont soutenue dans mon projet et ça m'a ouvert mon réseau de dingue. Et en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Justine, il faut que tu nous fasses les intros. Hein. Forceur. En direct, corner, 4 caméras. tu peux... Allez, non mais là, Laurent Blanc. Il est très cool. Tant qu'on parle de sport, moi, je voulais ouvrir le podcast avec ça, mais j'ai oublié. C'est quoi un peu tes temps, tes distances, c'est quoi tes perfs en running? Mes perfs. Alors moi, je suis pas je fais pas de perf en vitesse. Enfin, tu vois, je suis pas vraiment la performeur. J'ai dit vas-y, je vais faire ce temps-là. Quoique ça m'a amusé, tu vois, sur des marathons, des semis, d'aller chercher ma perf à moi. Mais en fait, c'est pas des énormes perfs. C'est, tu vois, mon mieux en marathon, j'en ai fait que 2. Hein, c'est 4,30. Et en semi, c'est 1,50. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est la distance. Et donc, la distance, je vais chercher des 120 km. 120, c'est le max que j'ai fait. Mais sinon, je fais pas mal d'ultra trail, des 45, des 50. Et ça, j'adore. Et en fait, je passe des heures et des heures sur le terrain. Mais c'est ce que j'aime faire.
c'est ce que j'aime. Et en fait, ça me met dans un... En fait, tu sors de ta zone de confort complètement. Et tu passes par des stades où tu as envie d'abandonner, tu te poses la question de pourquoi tu es là, pourquoi tu es allé là-dedans. Et en fait, ton mental doit devenir hyper fort pour pas abandonner. Et le fait de me lancer dans le sport, faire mon premier semi, puis mon premier marathon, puis des ultras, puis aujourd'hui aller toujours plus loin, en fait, j'ai réalisé que c'est grâce à ça que je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est que ça m'a forgé mon mental. Et en fait, quand je me suis lancée dans le dernier ultra trail que j'ai fait, à chaque fois avant de me lancer, je me dis putain, je vais encore faire ça, mais je suis incapable de le faire. En fait, c'est encore plus que ce que j'ai fait la dernière fois. Et en fait, du coup, à chaque fois que je passe la ligne d'arrivée, j'ai cassé toutes mes barrières mentales. J'ai tout cassé. Je suis en mode, en fait, je suis capable. Donc là, t'as une immense joie, une immense fierté, une prise de confiance en soi qui est énorme, de se dire putain, je m'en croyais pas capable, mais j'ai tout donné pour y arriver et j'ai réussi. Et en fait, ça te met dans une philosophie de fixons-nous toujours plus d'objectifs, et même si on les pense inatteignables, step by step, on va réussir à les atteindre. Et du coup, il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Il faut casser ses limites. Je suis particulièrement sur la course, parce que du coup, là, à cause de ce putain de club de running Kudak, là, je suis allé courir une fois, alors je déteste ça. Horrible. Et j'avais complètement zappé la douleur, en fait, de la première fois que tu fais le running. Et surtout l'effort mental que c'est. Je pense que c'est l'un des sports les plus mentaux qui existe, avec potentiellement, vous me direz ce que vous en pensez, le tennis. Je trouve que le tennis c'est l'un des sports. Je trouve ça. Quand t'as fait de la compétition un peu au tennis ou pas? Non, j'ai joué comme ça. Je trouve ça terrible. Je pense que je fais pas de golf aussi. On m'a dit que le golf était très dur mentalement. Parce qu'en fait, en running, t'as la dimension où tu souffres physiquement. Je pense que tennis, tu souffres plus dans la tête qu'en physique. Golf, c'est sûr. Vous pensez que c'est quoi? J'ai un petit avis là-dessus pour avoir fait une quinzaine de sports et notamment. Oh là là, non, la crossing. mais pas toujours très moyen, très médiocre, mais plein de trucs. Et tennis, j'en ai fait un peu. C'est hardcore niveau mental. Triathlon, c'est hardcore dans les jambes. Mais en vrai, la boxe, c'est dur parce que. Mais t'as pas de mental en boxe. Tu te fais fracasser la tronche. Non, mais pendant le combat, c'est avant, tu souffres, tu as peur. Tennis, c'est un combat contre toi-même. Mais tu peux le tenir. La boxe, tu te fais fracasser. Et tu sais ce que c'est en mes maths. Pendant 3 minutes dans le round, personne va venir te sauver. Et là, ouah. Mais après, il y a peut-être un côté où tu poses ton cerveau, en fait. Ouais, c'est ça. En boxe, tu n'as aucun cerveau pendant que tu es en train de te combattre. Quoi. C'est l'instinct primaire. Ouais. T'en fais pas la même boxe, hein. Moi, je fais des petits cours 1, 2, 2. J'en ai fait un ce midi. Hypercute. Direct. Ouais, c'était ça. On courait sur place et on faisait. Natation, ça. Ah ouais, natation. Je trouve que il y a des sports où tu peux passer des sales quarts d'heure, en fait. La natation, tu passes des heures à regarder des carreaux, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que j'aime le trail, c'est que t'as des paysages de ouf. Tu peux aller, là, je pars en Jordanie, quoi. En Jordanie, courir 120 km. J'ai jamais été en Jordanie, dans l'Ouadi Rum, le désert de Jordanie. Tu la cours à quelle date, cette course? Du 12 au 20 novembre. Et tu l'auras déjà couru au moment où cet épisode sortira. Écoute. Donc j'espère que, félicitations d'avoir terminé cette course. Que je vais revenir. C'est vrai que 120 km, tu vois. Tu as le temps de voir plein de trucs. Hein. Ah oui. Tu vas passer par tu de la bonne cambrousse, et je forcément, pense. Moi, j'ai déjà fait 3 fois du coup aux Canaries. Et en fait, t'as des moments où t'es hyper heureux. T'as des moments où tu partages. Moi, en plus, j'ai la chance de partager ça en famille. Et puis, t'as des moments où tu pleures. T'as des moments. Après, là, je vais le faire avec un côté beaucoup plus perso. Et je vais pas le faire pour moi, celui-là. C'est qu'en fait, ma maman est malade depuis octobre dernier. Donc, ça fait 1 an. Le 18 octobre, on lui a annoncé un cancer. Et en fait, en septembre dernier, on a couru 120 km ensemble aux Canaries. Et en fait, c'est la première fois de ma vie donc j'ai déjà couru plein de fois avec ma mère, mais c'est la première fois de ma vie que j'avais pas envie d'aller beaucoup plus vite et de vivre la course pour moi, où en fait, j'étais accrochée à elle, mais on savait pas qu'elle était malade. Et puis elle était en pleine forme, elle courait 120 bornes, quoi. Mais en fait, je restais avec elle, j'avais une intuition, je sentais un truc. Une semaine après, on est rentré des Canaries. Elle avait couru 120 bornes et là, on lui annonce une tumeur inopérable, 8 cm de tumeur, enfin, truc de dingue. Et là, j'ai vraiment vu le sol s'ouvrir sous mes pieds. J'étais effondrée. Donc, l'année que j'ai vécue, elle a été assez chaud. Mais elle va un peu mieux, elle est toujours pas en rémission. Mais on remonte la pente et là, les médecins l'ont autorisée à partir en Jordanie, courir les 120 km avec nous. Donc, on va voir, mais du coup, je vais pas la faire pour moi cette course, je vais clairement la faire avec elle en lui tenant la main parce que elle a des effets secondaires de la chimio qui sont
très très dur. Donc voilà, mais ça va être. C'est aussi ça en fait. Le plaisir du sport, moi, c'est d'avoir trouvé un sport que je peux partager en famille et ça crée des émotions de dingue, quoi. C'est ouf. Je voulais pas plomber les gens qui l'ambiance. font du sport en famille et tout. Enfin, à part tu vas taper un tennis avec ton daron. Il n'y a pas trop de trucs comme ça, tu vois. Ouais. Se foutre des gros défis comme ça, c'est stylé. Je pense qu'à un moment, tu passes un cap où tu as envie de partager avec la famille. Il faut avoir un niveau. Mais la course, y prête bien, en vrai. Si tu te dis. La course, c'est un bon sport parce que tout le monde a des baskets, tout le monde est capable d'aller faire. Et puis, alors, attendez. 120 bornes après. Hein, quand je même. vous dis 120 km dans le désert, mais on ne court pas pendant 120 km. T'as des gens qui courent pendant 120 km, hein, ils le font, c'est ceux qui arrivent les premiers. Nous, on arrive dans le peloton de la fin et on court 25%, 30% du temps. On court que quand c'est roulant, donc c'est-à-dire que c'est plat ou en pente, que ça descend et que c'est pas du sable où ça s'enfonce et qui fait pas 30 degrés sur toi, quoi. Donc tu vois, quand on part à 4h du matin, entre 4h et 8h, généralement je cours et puis dès que le soleil s'est levé, hop, je marche, j'ai mes 9 kilos sur le dos, je vais tranquille. Donc en fait on alterne pas mal et tout le monde est capable de marcher pendant des heures et des heures physiquement. Le mental, c'est différent. Même en entrepreneuriat, t'es plus une marathonienne qu'une sprinteuse, donc. Ah ouais. Enfin, je dis ça, mais quand tu regardes Respire, ça fait 3 ans qu'on a lancé. On a un peu fait des sprints sur plein de trucs, tu vois. Mais... Je pense que c'est quoi le plus important? Ah non, c'est d'être marathonienne. C'est clairement de... Enfin, tu vois, on a été... En fait, quand je dis on a fait des sprints, c'est qu'on a été très très vite. Genre vraiment, il y a plein de choses qu'on a lancées, qu'on a fait hyper vite en disant on arrête de se prendre la tête, on fait du test and learn, donc on lance... Dès qu'on a une idée, bam, on lance le truc. Et après, on prend du recul et on apprend. Et soit ça a cartonné, on déploie. Soit ça a pas marché, bah tant pis, on kill et on refait pas. Mais dans l'état d'esprit, il faut être marathonien. Il faut savoir qu'il va falloir tenir sur la distance et que là, ce n'est que le début. Et moi, c'est vraiment la conviction que j'ai. Respire, c'est que le début. Dans l'océan de l'industrie cosmétique, Respire, c'est une goutte d'eau. Et on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Donc là, je suis à mon 5e kilomètre sur un marathon, tu vois. Parce que Respire sera encore là dans 100 ans. Je veux que ce soit le Nivea du 21e siècle. Donc, tu vois, j'y vais tranquillement. Pas tranquillement. J'y vais vite, mais... Mais t'es pas claqué? Là, maintenant? Non, mais ça fait 3 ans de sprint, parce que tu peux dire que c'est un marathon avec le long terme et en tout cas, il reste de la route, c'est sûr. Il reste de la route. Mais vous l'avez couru vite quand même. Enfin, la première route. Vite. En vrai, je pense déjà que je pense que j'ai toujours été méga hyperactive. Ça, c'est clair. Donc, j'ai beaucoup d'énergie, heureusement. Et surtout, je prends énormément de plaisir à faire tout ce que je fais. Et vous m'avez vu arriver. Et ce soir, je suis en mode... j'ai l'impression que j'ai des cernes de ouf, que je suis KO. Et en fait, là, plus je parle avec vous, plus je prends de l'énergie et plus je me sens bien. Parce qu'en fait, je suis une vraie extravertie qui me nourrit de l'énergie des autres. Sorry les gars, je vous pompe votre énergie. Give first. Mais non, mais j'adore, quoi. Enfin, oui, je suis fatiguée. Oui, il faut apprendre à se connaître. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit quand même, parce que là, vous allez me dire, oui, quand même, t'es fatiguée. C'est juste avant l'été. Là, je me remets tout doucement, parce que je vous parle beaucoup de sport, mais je me remets tout doucement de 4 côtes fracturées, qui étaient des fractures de fatigue. Donc, oui, j'étais fatiguée. C'est mes 4 côtes là, bam, Des fractures qui de se fatigue. sont pétées. Ouais, les fractures de fatigue, c'est souvent plutôt aux pieds, quand tu cours beaucoup, enfin, tu vois, des extrémités. Aux côtes, c'est quasiment inconnu. Et en fait, j'avais mal. Genre, c'était chelou. Je pensais que c'était le stress, que c'était nerveux, je comprenais pas. Et en fait, je suis allée faire des radios, on voyait rien. Donc, j'ai continué ma vie intense, peu Mais 120 dormir, bornes. faire du sport. Exactement, j'ai même fait un raid où il fallait porter un vélo électrique en haut d'une dune. Et moi, je le faisais. Voilà. Et puis, un jour, j'avais quand même vraiment, vraiment mal en avril dernier. Et mon médecin me dit, va faire un scanner quand même. Je vais faire le scanner. Je sors de l'examen. Et là, la radiologue me dit, Madame Hutto, donc vous avez eu un accident de la route, c'est ça? Non, pas du tout. 4 côtes fracturées. Et en fait, sur les 4 côtes fracturées, il y en a une qui s'est fracturée à 3 endroits en plus. Et ça, je ne l'ai pas senti venir. Ça s'est fait progressivement, tout seul dans mon corps. Parce que je pense que j'ai trop tiré sur les cordes. Mais est-ce que ton radar, il est encore efficient? Alors, du coup, je pensais que j'avais un bon radar. J'ai sorti un livre en janvier dernier qui disait « Apprendre à se connaître, ralentir quand ça va pas ». Et en fait, 3 mois après, boum. Mais là, ça m'a fait une vraie... Je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me prendre un mur. Genre, carrément, je me suis pris un mur le jour où tu prends conscience que ton corps, tout seul, s'est fracturé 4 côtes. Alors, je me suis jamais rien fracturé de ma vie. Tu te dis, je suis un peu allée trop loin. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi, je vous ai parlé de ma maman, mais des côtés émotionnels, des trucs qui pesaient et qui faisaient que j'allais pas bien. Mais en fait, je faisais semblant que tout allait bien. Et du coup, j'ai arrêté le sport pendant 4 mois. De toute façon, il fallait que je me remette.
Et j'ai un peu levé le pied. Et Thomas, mon associé, et c'est là où c'est la force d'être à deux, il m'a énormément aidé. Il a repris des sujets, mon équipe a été hyper compréhensive. Mes proches m'ont quand même gueulé dessus parce que je me suis pas du tout arrêtée. J'allais toujours au bureau, je faisais toujours plein de trucs. Parce que la difficulté, c'était que quand t'as des côtes fracturées, c'est pas comme si t'avais un pied pété et que t'étais dans le plâtre. Personne le voit. Si tu le dis pas, les gens ne le savent pas. Donc en fait, à un moment, je me mettais carrément un corset juste pour que les gens captent et qu'en fait, même moi, en fait, j'arrête de bouger dans tous les sens et que je réalise que j'ai un truc. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça y est, je me suis remise de ça. Je pense que mon radar est à nouveau en marche. Mais ouais, il faut que je fasse gaffe. Mais du coup, ce que je veux dire par là, et c'est le message que j'essaie de transmettre là depuis que j'ai compris ça, je pense que cet été, en fait, j'ai touché le burn-out du doigt. J'en ai pas du tout parlé sur les réseaux et je pense qu'un jour, je serai capable d'en parler. Mais en fait, il faut vraiment s'écouter et il faut surtout s'autoriser à s'arrêter, à partir en week-end, à prendre des vacances. En fait, faut vraiment avoir en tête qu'on n'est pas du tout des surhommes, des surfemmes, tous. On a tous besoin d'un équilibre. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut que je dorme ce soir. Et 22h30, ça sera respecté. J'aurais pris de la bière. Mais c'est dur quand même, non? De partir en vacances. Oh non, moi j'adore les vacances. non, bien sûr. Non, mais tu vois, dans le sens... toi, t'es entrepreneuse, c'est ton bébé, c'est ton corps, c'est ton sang, c'est ton cœur, c'est tout, tu vois. C'est ton corps, c'est ton sang, c'est ta vie. Non? Ouais, alors ça c'était ma philosophie de la première année où en fait j'étais en mode mais je peux pas, voilà. Et en fait là pour la première fois cette année j'ai pris des vacances où j'ai réussi à couper 100%, où en fait je me suis recréé un nouvel écran d'accueil sur mon iPhone où j'avais mis toutes les applications qui concernaient le taf, je les ai mis toutes au bout parce que sinon moi mon réflexe le matin je me réveille, boum email, boum Slack, boum Insta, boom LinkedIn. Et donc en fait j'ouvre, ah oui, et boom agenda aussi qui est bien affiché parce que c'est carrément un widget donc je vois tout ce qu'il y a. Et en fait c'est automatique, donc même en vacances je ferais ça. Et du coup là j'avais tout mis au fond, putain j'ai dû avoir 3 jours d'adaptation de il est bizarre cet écran d'accueil, mais ça m'a fait trop du bien. En fait c'était en mode vas-y j'ouvre plus ces apps, j'ouvre plus rien. Et bon c'est pas vrai, j'ouvre pas plus rien parce qu'il y a des moments quand même je me dis on va regarder quand même si les chiffres se passent bien, si ça roule. Tu prends pas ton ordi en vacances? Non, j'avais pas mon ordi. Oh. Non, je le prends pas. Ouais, je l'avais pas emmené. Bon, mon mec est CTO, donc il a toujours son ordi. Au pire, je me connecte dessus, quoi. Très bon. Tiens, mais ça m'amène à une petite question que j'ai envie de poser à tout le monde. Là, bon, je commence par toi, Justine. Si, pour une raison X ou Y, demain, le business, il s'arrête, ça respire. Bon, voilà, touche du bois, mais on dit que ça s'arrête. Mais tu veux me porter la poisse ou quoi? Touche du bois. Tu fais quoi de ta vie? C'est quoi tu fais quoi de ta semaine? Tu fais quoi de ton mois? Qu'est-ce que tu fais en fait si c'est pas le taf, tu vois? Si c'est pas le taf ou je me Genre, retrouve un en nouveau fait, taf ouais, tu peux retrouver un autre taf, mais tu me dis pas que tu vas refaire une autre marque de cosmétiques. Hein. En fait, il y a plein de trucs qui m'animent. Genre clairement, bon déjà, je pense que si ça s'arrête, non mais attends, faut pas que ça s'arrête quand même. J'ai prouvé que le modèle était arrivé à être pérenne. Je sais même plus comment on parle. On dit quoi? Le modèle est pérenne. Pérenne. Hein. Le modèle est pérenne. Oula. Ouais, j'ai appris qu'en fait, on a pérennisé le modèle. Je pensais que périn c'était le masculin, mais en fait non, on dit toujours Non. pérenne. Voilà, le modèle est pérenne. On a réussi à le prouver, normalement. Et mais en tout cas, si moi, je n'ai plus à bosser sur Respire demain, il y a l'entrepreneuriat qui m'excite. Clairement, je pense que j'ai envie un jour de revivre la première année de Respire. Genre, c'est un moment tellement excitant. Je pense que vous avez vécu la même chose. Enfin, c'est un truc de fou. Genre, puis plus la boîte grandit, plus tu te dis je revivrai jamais ça en fait. Donc ça, je pense que j'aimerais bien le revivre dans une autre boîte. Donc un jour, il y a des chances que je me lance dans une autre boîte, mais peut-être pas tout de suite. Une autre chose qui m'anime énormément, je pense que j'aimerais trop devenir journaliste. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. Genre. Dans quel journal? Quel média? Non, pas en média. Quels articles? Ouais, mais je sais pas, mais non, quand je dis journaliste télé. Tu vois, genre interview où t'interviews les gens, pas rédactrice, non, écrire des trucs. Déjà qu'écrire un post, ça me saoule, alors écrire, non, mais interviewer des gens ou lancer mon podcast, tu vois, j'en sais rien. Mais il y a un côté quand même, faire de la télé. Depuis que j'ai lancé Respire, que je suis passée sur BFM, que je suis passée sur M6, là j'étais encore sur un JT de TF1 vendredi, en fait c'est hyper excitant. À chaque fois, surtout quand c'est du live. Quand c'est un JT, non c'est pas du live, quoique après tu sais pas ce qu'ils vont monter, donc c'est comme si c'était du live. Mais quand je rentre sur un plateau BFM, je sais que c'est du live. En fait j'ai toujours cette petite adrénaline qui monte.
Et ça dure 6 minutes, boum, et là tu ressors du plateau, et c'est comme si j'avais couru un marathon. J'ai des endorphines de ouf, tu te sens genre en mode, waouh, j'ai réussi à le faire. Donc il y a un côté que j'aime beaucoup. Après, si je le fais tous les jours, peut-être que je me lasserai. Et en même temps, je dis ça, mais BFM, ils m'ont proposé d'être chroniqueuse là sur Good Evening Business, et je n'y vais pas. Pourquoi ? Parce que je pense que je suis pas légitime pour aller commenter l'actualité, la politique. En tout cas, c'est pas ma voie, quoi. C'est pas ton père. Pour le moment, en tout cas, je pense c'est pas mon P1. Je pense pas que ça va apporter quelque chose à Respire. Mais c'est intéressant ce que tu as dit quand tu dis, ouais, voilà, la première année d'une boîte, c'est un kiff. Tu sais, tu nous as dit aussi, voilà, moi j'ai envie que Respire, ça devienne le Nivea. Et est-ce que t'as pas un peu le feeling, parfois, tu vois, que c'est plus c'est gros, moins c'est fun. En gros, tu vois, genre t'as plus de contraintes, moins de souplesse. C'est marrant que tu poses la question parce que je me la suis posée. Je me suis dit, putain, il y a. Ils sont bons de rire sur la souplesse. Non, parce que T'avais la mission de quel est le mot souplesse. non. Vous mettez pas des petits défis. Quel est le mot hippocampe? Ah ouais, non, on avait fait dans un épisode, mais non. J'aime trop, mes potes ils me le font à chaque fois que j'ai une interview, donc c'est trop marrant. Non, mais je pense que c'est juste parce qu'on grossit aussi, qu'on est. Enfin bref. Et que cette question, peut-être qu'il se la pose à lui-même, tu vois, genre, je sais rien. Du coup, c'est beaucoup moins fun, vous faites plus des petits défis. Non, je rigole. Non, mais tu vois, genre, c'était moi en mode, vas-y, sur un coup de tête, on fait ça. Alors, je me suis posé cette question. Et je me suis dit, en fait, est-ce que je prends autant de plaisir qu'avant ? Et en fait, c'est différent. Mais ce qui m'anime quand même, c'est que j'ai toujours le sentiment d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est ouf. Au tout départ, tu fais tout avec ton intuition, tu bidouilles plein de trucs. Parce que t'as personne pour le faire, t'as personne d'expert. Aujourd'hui, je recrute des personnes qui sont ultra expertes, 1000 fois plus compétentes que moi, qui connaissent le métier alors que moi, je le connais pas. Et en fait, elles m'apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, mon rêve, tu sais quoi ? Et je le dis tout le temps à mes équipes, ce serait de venir en stage une journée chez chaque personne de mon équipe pour comprendre vraiment ce qu'ils font au quotidien. Parce que je ne sais pas exactement tout ce que chacun fait. Et Patron incognito ? je vais faire patron incognito. Non, mais je trouve ça ouf, quoi. Et donc, non, moi, je trouve que c'est toujours aussi fun. Aujourd'hui, on a énormément de questions, tu vois, de stratégie, de bah voilà tout ce qu'on a fait. Ok, on en est fiers, mais où est-ce qu'on emmène la boîte ? Comment tu bifurques ? Comment tu te renforces sur des positions ? Comment tu changes parfois ça m'est arrivé de lancer des produits et de les killer. J'ai lancé des vitamines à un moment. Et en fait, je croyais vachement au in and out. Si tu fais attention à ce que tu mets sur ta peau, mais aussi à ce que tu ingères. Et en fait, c'était pas le play de Respire. J'ai réalisé que je savais pas en parler, que les vitamines qu'on avait lancées, j'y croyais énormément. On les avait développées avec un docteur en pharmacie hyper efficace. Enfin, c'était vraiment top. Mais en fait, je ne savais pas en parler et du coup, bah, j'ai préféré killer. Donc, aujourd'hui, ouais, ce que j'aime, c'est faire du test and learn, quoi. Continuer de tester des choses, d'apprendre, mais aussi de voir beaucoup plus loin qu'avant. Avant, on travaillait beaucoup court-termiste. Genre, voilà ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui regarde ce qui va se passer demain. Donc, nous, notre job, c'est de monter en l'air et de dire, OK, les gars, qu'est-ce qui se passe dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans ? Et ça, c'est hyper excitant. Parce que t'essayes de lire l'avenir, mais personne ne l'a. Plus marathon, ça. Ça, c'est plus marathon. Ouais. Et vous prenez toujours du plaisir ? Merci de nous entendre la question. Ouais, de ouf. Clairement. En fait, je trouve c'est exactement ce que tu dis, c'est que en fait, ça passe un peu dans une autre dimension. Il y a plein de trucs où même parfois c'est difficile d'accepter de ne plus faire les choses soi-même et de se dire vas-y, bah, je confie la tâche à telle personne qui va la faire bien. Mais d'un côté, c'est stressant au début, t'oses pas, mais quand tu vois les gens qui prennent les tâches et qui arrivent à faire ça mieux que tu l'aurais fait, c'est vrai que c'est ça le vrai kiff. Mais ça prend du temps et ça prend beaucoup d'itérations avant d'en arriver là. Et donc ouais, très, très gros kiff. Ouais, c'est un kiff différent en fait, je trouve. Après, tu renonces un peu à la vélocité du démarrage, de je peux tout lancer, faire tout n'importe quoi, pour le fait de voir un peu plus loin. C'est pour ça que je me reconnais pas mal dans ce que tu racontes. C'est que ça te permet, maintenant t'as beaucoup de personnes, t'as une force de frappe quand t'as une idée, tu peux faire bosser 50 personnes dessus, c'est incroyable. Et... Non, on n'est pas 50 ans. Et je sais pas ce que t'en penses, Mathieu. Je suis encore en première année, donc je m'éclate, moi, les gars. Je me régale. Le petit étudiant. Roller coaster. Bon, il nous reste 10 minutes. On va passer au jeu du Pimps. Oh. Vas-y, Mathieu. Je me souviens plus des règles. C'est parti. On rappelle les règles, rappelle bien les règles. Alors, bougez pas, je mets tout de Et suite. pourquoi ils sont en mode stressé avec le micro Parce qu'on veut gagner, on se fait tout le temps poutrer par les invités, c'est infernal. Moi, je pense que vous allez me défoncer. Hein. Bienvenue pour ce jeu du Pimps. Paul, Théo, Justine, Anthony, jingle.
Le jeu du Pims s'appelle Question pour un CEO. Justine, voici les règles. Il faudra deviner des prénoms, noms de CEO ou la boîte, c'est accepté aussi. Celui qui a le plus de points a gagné. Et si jamais il y a égalité, on fera personne mystère. Alors, comment ça fonctionne? Je vais donner 3 indices sur la CEO. Non, franchement, on n'a pas un très bon win rate. Déjà, il savait pas que j'avais fait qui veut être mon associé, donc. Donc, 3 indices. Tu peux proposer un prénom. Par contre, si tu rates, il faut attendre que les 2 autres aient proposé également pour pouvoir. Non, ça peut être, tu peux dire Anthony Bourbon. Une réponse, quoi. Ou Fid. Ok. Tu peux directement le donner. Par contre, si tu rates, les 2 ont la main. Et tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes donné un prénom ou une boîte, tu ne peux pas reproposer. Pour éviter le spamming, en fait. Il regarde pas sur Internet, là. Non, ils ne regardent pas sur Internet. Il n'y a pas de triche, on ne connaît pas les Ça a questions. été fait juste avant que tu arrives dans les toilettes. Personne ne m'a vu. Ouais. Merci pour la précision. Ouais, je suis obligé parce que trop de margoulins là-bas qui vont regarder les réponses. Donc, je me méfie beaucoup du public. Justine, est-ce que les règles sont claires? C'est parti. Tu vas voir. Ah oui. Ah non, tu vas voir. Alors, c'est parti. Il y a combien de questions? On va voir aussi. J'en ai préparé 4. Ça peut Ok. être. Premier CEO. Indice numéro 1. Je suis l'un des pionniers de la cosmétique en France. Ok. Indice numéro 2. Le nom de ma marque tire son origine de l'œnologie. Est-ce que c'est Caudalie? Oui. Bah ouais. Bravo. Mathilde Thomas. Oui, Mathilde Thomas. Fallait pas dire Caudalie, non? Fallait dire un prénom. Alors, Non, c'est les deux, on a dit que les deux fonctionnaient. Merde! Bravo, un point pour Théo Lyon. J'ai gagné la question cosmétique. Quentin, je suis un des pionniers de la cosmétique en France. Le nom de ma marque tire son nom de l'œnologie, la fameuse Caudalie. Ouais, issu Que de la j'ai compris. vinothérapie. Je Ils ont fais 27 ans, Caudalie. Bravo, mais dommage. Je fais 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, cumule 1000 salariés, 16 000 pharmacies partenaires. C'est un mastodonte. Je suis Caudalie. Mathilde Thomas, on l'embrasse. T'as écouté le podcast de Mathieu Stéphanie, toi? J'écoute tous les podcasts de Mathieu Stéphanie. C'est la question que tu poses. Tous. Tous. CEO numéro 2. Putain, je pars avec 0 point là. Indice, 1 point pour Théo. Indice numéro 1. J'ai levé 20 millions d'euros avec ma start-up spécialisée dans les télécoms. Indice numéro 2. J'ai été champion du monde de roller. Time Chris. Oh putain. Oh. On l'a dit en même temps là. Waouh! On-off. C'est on-off, bravo. Putain. Ah mais là, T'as pour moi, écrit. c'est égalité parfaite. Hein. C'est un point chacun. Il y a la VAR, non? Il faudra mettre la barre à la vidéo. Time Chris. Oh putain. Oh. On l'a dit en même temps là. Et Égalité. J'ai levé 20 millions d'euros avec ma start-up spécialisée dans les télécoms. J'ai été champion du monde de roller. Grand 3, j'ai fait Pékin Express. Mais non, mais c'était je connaissais Pékin On-Off. Et Express. Danse avec les stars. Je suis, Ty Chris. 2 points pour Théo, 1 point pour Justine. Paul Maher en queue de peloton. Il va bientôt démarrer. Peloton, hein. Il va bientôt tomber. Numéro 3. C'est le numéro 3. Indice numéro 1. J'ai pu rencontrer et échanger plusieurs fois avec le grand explorateur Mike Horn. Indice numéro 2. Je développe une marketplace pour révolutionner la... Barouders. Non, Barouders? Barouders, c'est Oh ici. non. Je Non. viens d'investir dedans. Bravo. J'ai pu rencontrer et échanger plusieurs fois avec le grand explorateur Mike Horn. Je développe une marketplace pour révolutionner la seconde main dans Du le sport. monde. Du sport. Seconde main du sport. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Durant ma levée de fonds récente, j'ai réservé une partie du capital exclusivement pour des business angels femmes. Je suis Barouders, Edwige Michaud. 2, 2, 0. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça prête, comme dirait Justine, parce que là, ça va être le dernier coup de bigot, c'est le 4e. T'as twisté l'expression québécoise. hein. J'ai complètement twisté. Donc, 4e CEO. Et donc, alors si Paul le trouve, c'est Là, je trouve égalité. Et on jouera ça sur un 10 km. Non. Et
Et sinon, on aura peut-être une grande vainqueuse, un grand vainqueur, Vainqueuse. vainqueur, je sais pas comment on dit. Il est tard. Le 4e CEO, c'est maintenant, c'est le point bonus. Indice numéro 1. J'ai lancé mon fonds d'investissement dans la tech cette année. Anthony Bourbon. Non, Sista. Ah merde, du coup, j'ai plus le droit à rien, tu de n'as rien plus dire. le droit. Oh non. Tu n'as plus le droit. J'espère que c'est pas la deuxième chose qu'elle a dit. Indice numéro 2. J'ai déjà fait une apparition dans Qui va être mon associé. Indice numéro 3. Je suis champion du monde de football en 2018. Blaise Matuidi. Oui, Allez. Je le savais. Yes. j'ai lancé mon fonds d'investissement dans la tech cette année. J'ai déjà fait une apparition dans Qui va être mon associé. Il était passé à l'écran parce qu'il a déjà investi dans une boîte. Et Ça, donc, je savais pas. c'était pour la bague, il me semble. Ah oui, ok. Une bague connectée. Il était passé. Il est champion du monde de football 2018. Le grand vainqueur qui a trouvé Blaise Matuidi. C'était au Lyon. Faites-lui un tour d'applaudissements. Et c'est d'ailleurs la première fois Que ce n'est pas l'invité qui que gagne. l'un des deux Margoulins remporte le jeu du Pims. Alors, Ah, bravo. Et bon, bah, triste moi. Tu vois, j'ai voulu être une sprinteuse là sur la fin. Ah ouais, non, mais tu l'aurais eu en plus, je pense avant moi, ça se voyait que tu Origins l'avais. Fund, Blaise le Matuidi, en fond. plus, je devais l'interviewer pour France Digital. Donc, j'étais bien au courant de son fond dans Je vais la pas tech. te demander encore une intro, mais. Merci. Bah, merci à toi. C'était très cool. Il était un très bon animateur de quiz. Je voulais être sosie officiel de Julien Lepers. Tu l'as trouvé. Je suis. Mais moi, je faisais. Alors, Justine, on touche à la fin, il est 22h28. 22h30 soir respecté. Je vais te poser la toute dernière question de ce podcast. Avec, je sais pas si c'est grâce à tes communautés Instagram ou au succès de Respire, tu as potentiellement eu l'occasion de discuter avec plein de gens très intéressants. Quelle est la personne, c'est une question en 2 parties, avec que tu es la plus fière d'avoir rencontrée, et qu'ensuite, quelle est la personne la plus connue que tu as rencontrée? Waouh, c'est dur. C'est hyper dur. Quelle est la personne Ouais, dont ça va je suis froisser des égos là. Ouais, bah ouais, Ou alors j'en un connais truc beaucoup. Hein. très, très structurant que t'es sorti là. Là, vraiment. Onomatopée. Ouf. Oh. La plus fière, je dirais peut-être Vianney. Parce que il a une personnalité incroyable. Franchement, c'est un gars qui est hyper humble, qui est ultra créatif, qui est musicien, qui est... Et en fait, aujourd'hui, bon, vous connaissez tous Vianney. Ouais. Je m'en vais. Et en fait, il a complètement... il est monté dans les tours. Enfin, aujourd'hui, tout le monde le connaît. Mais il a su rester hyper terre à terre. Il a sa famille, il arrive à protéger sa vie privée. Et surtout, il est toujours là pour ses proches. Et toujours là, même... moi, maintenant, je le connais. Et il m'a toujours soutenu, toujours accompagné. À chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il était là. Donc... On l'embrasse. Et attends, juste pour un peu de contexte, genre comment vous êtes rencontrés Je l'ai rencontré aux Étoiles du Sport. Il était invité, c'était un événement à Tignes, et il était invité avec les athlètes parce qu'il faisait un petit concert. Et moi, j'étais là pour coacher les jeunes espoirs. Donc, je l'ai rencontré en 2019. Donc, tu vois, au tout début de Respire. Et on a skié ensemble. Donc, on s'est bien marré. Tu vois, on avait un prof de ski, Jean-Mich. La bise à Jean-Mich. Et on était toute une bande, et il y avait Vianney, voilà, trop cool. Et puis, tu sais, c'est un moment, les Étoiles du Sport, où tu skis entre athlètes, t'as des artistes, des stars. C'était vraiment cool. Donc ça, c'est la plus fière? Ouais, la plus fière et la plus connue. C'est dur. C'est dur parce que je pense pas que je connaisse. Enfin, tu vois, je connais pas Michelle Obama. Barack Obama. Mais je connais pas Macron non plus. Ouais, je pense que prénom que tout le monde. Enfin, quelqu'un que tout le monde connaît. En tout cas, tu dis son prénom et son nom, personne. J'ai jamais entendu personne dire non, je sais pas qui c'est. C'est Laure Manodou. Et Laure Manodou, on a fait des raids ensemble. On est parti en Islande ensemble. On a fait pas mal de raids ensemble en fait. Et là, je pars en Jordanie avec elle. En fait, elle sera là en Jordanie. Ouais. Trop cool. Donc ouais, je dirais Laure. Merci beaucoup. Il est 31. 22h31. Je suis désolé d'avoir failli à notre engagement de 22h30. Merci beaucoup, Justine, d'avoir passé ce moment avec nous. Ouais, c'était un plaisir. Je pense que tout le monde te remercie. Les personnes dans le public aussi. On va te laisser rentrer dormir et te reposer pour ton lancement produit demain, qui j'espère se sera bien passé au moment où on regardera cette vidéo.
Ciao à tous et rendez-vous dans un prochain épisode d'Enlève tes chaussures. Bisous.